Nous allons commencer. Nous sommes donc réunis ici pour notre convention annuelle, mais avec une particularité cette année, c'est que nous fêtons nos 120 ans. 120 ans de l'œuvre Grancher a été créée en 1903. À l'époque, on avait ce vocabulaire extraordinaire, l'œuvre Grancher, par Joseph Grancher, en 1903, donc ça fait 120 ans. Nous sommes donc une vieille institution sociale, dans le domaine social, et c'est assez rare. Il y a des vieilles institutions culturelles, beaucoup, il y a des vieilles institutions médicales, beaucoup. Dans le domaine social, c'est assez rare parce qu'on s'est intéressé vraiment au domaine social qu'assez récemment, au début du XXe siècle, donc nous faisons partie, je pense, des plus anciennes institutions du domaine social. Et donc, nous fêtons ces 120 ans. Pourquoi est-ce important d'avoir une vieille histoire comme ça? Pourquoi être fier de cette longévité? Eh bien, parce que elle nous a donné un héritage. Les institutions qui se créent partent d'une feuille blanche. Nous avons un héritage. Et un héritage, c'est pas seulement de l'argent, un héritage. Un héritage, c'est des choses qui sont transmises par tous ceux qui nous ont précédés. Entrer dans la Fondation Grancher, cette institution, il y en a d'autres avant vous qui vous apprennent comment faire, qui vous expliquent, qui vous montrent, vous les regardez, vous voyez comment ils font, forcément vous êtes influencé par la façon dont les choses se passent, et ça c'est la transmission d'une culture. Et ça descend tout au long de la chaîne historique, puis Joseph Grancher, ensuite Rosa, sa femme, qui a animé l'institution d'Œuvre Grancher après la mort de son mari, et puis les présidents ensuite successifs, les secrétaires généraux qui ont joué un rôle, les directeurs des établissements successifs. Tout ceci forme une chaîne qui transmet une culture. Alors une culture de groupe, une culture de comportement, et aussi une culture professionnelle. Alors de quoi est-elle faite cette culture quand on regarde? Elle est faite d'abord vraiment une culture de bienveillance. Pas seulement à l'égard des enfants, mais aussi entre nous tous, entre les professionnels. C'est une culture de placement familial, d'écoute des assistants et des assistantes familiales. Ce qu'on appelait à l'époque de Grancher les mamans d'accueil. Joseph Grancher était très proche de sa maman. Vous verrez dans le film, d'autant plus qu'il avait des problèmes avec son père, qui était alcoolique. Et oui, comme quoi ça peut arriver à tout le monde d'avoir des problèmes avec ses parents. Lui, c'était son père. Mais il savait qu'il suffit d'un lien d'attachement fort pour s'en sortir dans la vie. Et il a centré son œuvre sur les mamans d'accueil. Et une culture d'exigence professionnelle aussi. Grancher était un savant et un praticien hospitalier. Et dans les deux cas, que ce soit dans la science fondamentale, il était spécialiste de la tuberculose. À l'époque, c'était une très mauvaise, très sale maladie, on mourait beaucoup. Et il était aussi praticien, que ce soit à l'hôpital, dans la gestion d'un hôpital, il s'occupait d'un service qui soignait des enfants. Il n'y a pas d'à peu près. Il faut des règles très strictes et il faut les respecter parce que l'enjeu, c'est la santé des enfants. Et à l'époque, la tuberculose, c'est mortel. Et donc la science médicale, la science des organisations humaines, ça conduit à poser des cadres, un vocabulaire qu'on aime bien dans la fondation, et il faut rester à l'intérieur de ces cadres, et c'est très important. Donc une culture de bienveillance, une culture d'exigence professionnelle, et aussi une culture de recherche appliquée, de progrès pas à pas, d'apprentissage des meilleures pratiques. Et vous le verrez dans le film aussi, les fameux paravents de Grancher, où c'est un truc tout simple, c'est pas de la science de haut vol, mais ça permet d'éviter la contagion. C'est des petites cloisons mobiles qu'il a installées dans les salles communes, parce que dans les salles communes, à l'époque, il y avait des salles communes, eh ben forcément,
les voisins se contaminaient. Et lui, il a eu cette idée toute simple de mettre des cloisons un peu vitrées, mobiles entre les enfants, et donc d'éviter que l'air se transmette trop facilement d'un enfant à l'autre. Et ça, c'est vraiment typiquement la pratique. C'est un progrès pratique considérable avec les moyens du bord. Et on a un peu cette culture-là aussi à Grancher. Tous ces éléments de culture là sont encore présents aujourd'hui. Hein. Bienveillance, engagement professionnel, exigence professionnelle, recherche appliquée et les familles d'accueil au centre du dispositif. Pourtant, l'œuvre a beaucoup changé, l'œuvre Grancher. D'abord, il n'y a plus de tuberculose, le problème a été réglé, on s'occupe d'autre chose aujourd'hui. C'est devenu une fondation structurée, ce qui est très différent de la collection d'associations que c'était avant. Il y avait une association par département, qui étaient toutes indépendantes les unes des autres. On opère dans le cadre de politiques publiques aujourd'hui, sous l'orientation des autorités départementales et non plus de l'initiative purement privée d'une personne. Et on est en train de se diversifier au-delà du strict placement familial. Et c'est normal de changer. Il faut changer pour s'adapter. Il ne faut pas rester crispé sur le passé. C'est pas ça la culture. Hein. Il faut savoir changer, il faut savoir comprendre les évolutions du monde et s'y adapter. Mais pour s'y adapter bien, il faut bien savoir qui on est. Il faut se connaître. C'est la fameuse règle de Socrate. Hein. Il faut d'abord connais-toi toi-même. Il faut comprendre quelle est la culture que l'on a, dont on a hérité, pour être capable d'évoluer correctement et non pas casser ou brutaliser ou échouer dans les changements qu'on est en train de faire. La formule classique que l'on se dit toujours et qui est vraiment très profondément vraie, c'est pour savoir où aller, il faut déjà savoir d'où on vient. Et c'est vrai pour une organisation comme Grancher, comme c'est vrai pour chacun d'entre nous. Pour vous comme pour moi. Et donc, 120 ans, on a pensé que c'était une bonne occasion de faire cet effort de mieux se connaître et de mieux connaître notre organisation depuis son origine, et donc de centrer sur Joseph Grancher, lui-même. Donc on a fait un livre qui vous a été remis à l'entrée, et on a fait un film que vous allez voir juste après moi. Et vraiment, je vous invite à bien les deux, le film et le livre, à bien les diffuser dans l'ensemble de la Fondation et même au-delà, parce qu'après tout, c'est un outil aussi pour se faire connaître et être plus attirant. On travaille dans un environnement, on a besoin de recruter aussi des assistants et assistantes familiales, donc ce sont des outils de communication externe, mais c'est aussi, et peut-être surtout, des outils de réflexion pour nous, pour bien comprendre qui nous sommes. Et vous verrez que Joseph Grancher est né dans une famille pas riche, pas très heureuse. Je vous ai parlé de son père, au fond d'une province reculée, la Creuse. Et voilà, il aurait très bien pu avoir une vie locale, ne rien faire de particulier dans sa vie. Et s'il a réussi, c'est parce qu'il a compris très tôt que l'école, les diplômes, le travail sérieux lui permettraient de sortir de son milieu et de réussir professionnellement. Et je pense que sa vie est une source d'inspiration doit être et peut-être une source d'inspiration pour les enfants de la Fondation. Parce que, voilà, c'est l'exemple de quelqu'un qui, à partir d'une situation de départ qui n'était pas très brillante, franchement, a réussi à devenir tout à fait à la pointe, vous verrez, de la vie parisienne et au sommet de la médecine française. Et donc, vous allez voir ce film, et nous avons aussi pensé que peut-être c'était l'occasion de rendre Joseph Grancher et sa femme, Rosa, plus proches de vous et des enfants, en utilisant leur prénom. Voilà. Parce que nous avons, comme vous savez, nous avons 3 établissements à la Fondation,
Alors il y en a qui a un nom assez joli, qui s'appelle Jonas Écoute. Il s'appelle Écoute parce qu'au départ, il y avait une ligne téléphonique d'urgence. Mais les deux autres établissements répondent au doux nom de établissement 75 et établissement 28, ce qui n'est pas, voilà, ce qui n'est, bon, c'est l'avantage de distinguer l'un de l'autre, mais c'est quand même pas très inspirant. Et donc on s'est dit qu'on pourrait peut-être changer ça, et donc appeler établissement 75 établissement Joseph, voilà, Fondation Grancher établissement Joseph, appeler l'établissement 28 Rosa, et pour le Jonas, le raccourcir son nom un peu et l'appeler Jonas, tout simplement. C'est la façon dont tout le monde l'appelle. On aime bien les noms courts. Et donc, ça, on aurait 3 prénoms. Et ça serait assez sympathique. Alors, vous avez un petit questionnaire. Donc, la réponse, on fait un test, on fait un sondage un peu à cette occasion. Voilà, Jonas deviendrait. L'établissement Jonas Écoute deviendrait Jonas. L'établissement de Paris deviendrait Joseph, et l'établissement de Chartres, pardon, c'est une erreur, il y a une petite faute, il y a une faute dans le papier, c'est bien sûr l'établissement de Chartres qui deviendrait Rosa. Donc, donnez votre avis et le conseil d'administration décidera à la fin de ce mois de ce qu'on fait avec ces appellations. Voilà. Je vais passer la parole à la directrice générale et avant, il y a le film. Savoir d'où on vient pour mieux se construire, connaître notre passé pour se projeter dans l'avenir. Pour nous, enfants placés, on ne va pas se mentir, c'est ce qui va nous forger pour être sûr de bien grandir. Pour vous, ici, c'est pareil. On va vous raconter l'histoire de Grancher, retracer le parcours de sa vie trop stylée. Relier le passé, le présent et l'avenir pour que notre fondation puisse mieux s'accomplir. Jacques-Joseph Grancher est né le 29 septembre 1843 à Feuilletin, un petit village à la Creuse, réputé pour ses tapisseries. Il est le fils unique d'une famille modeste. Son père s'appelle Jacques, il est tailleur d'habits. Sa maman, Marie-Anne, est modiste. Joseph est un enfant à la santé fragile. Il préfère fuir l'agitation et se concentrer sur ses études. Très bon élève, il aime être le premier en classe en toutes les matières. Plus tard, on dira de lui qu'il est parti en rien. Mais il a pu compter sur des parents aimants. À 19 ans, Joseph quitte son village pour suivre des études de médecine à Paris. Il s'installe dans le quartier latin. La séparation avec ses parents est difficile, d'autant que Joseph est très inquiet de la santé de son père qui souffre d'alcoolisme. Pour rendre les parents fiers, il travaille beaucoup dans le but de devenir interne en médecine. À 24 ans, il atteint son objectif et l'année suivante, il est nommé directeur du nouveau laboratoire d'histologie créé pour lui où il va enseigner pendant 10 ans. En 1870, quand la guerre éclate entre l'Allemagne et la France, Joseph s'engage comme médecin. À la fin du conflit, son père meurt d'une cirrhose. Joseph fait venir sa mère à Paris et lui loue un appartement près du jardin des plantes pour qu'elle puisse se promener. En 1873, Joseph Grancher écrit sa thèse de médecine sur la tuberculose qu'il dédicace à ses parents. À 32 ans, il est médecin des hôpitaux et lauréat de l'Académie de médecine. Grancher invente une méthode pour soigner la tuberculose. Il arrive à diagnostiquer la maladie précocement et soigne les patients par une alimentation abondante, du repos et de l'air pur.
En 1885, il est responsable de la chaire des maladies des enfants à Necker et se révèle être un grand pédiatre. Il va y enseigner pendant 22 ans. En parallèle, il ouvre un cabinet aux 7 rue du Pont-Neuf. Désormais appelé l'éminent professeur Grancher, sa clientèle vient de loin pour le consulter. En 1878, alors que l'exposition universelle de Paris bat son plein, Madame Abreu, une riche cubaine, vient consulter le docteur Grancher avec sa fille dont il tombe amoureux. Ils se marient l'année suivante. Joseph et Rosa Grancher n'auront pas d'enfants, mais ils sont très proches de Lilita, une des nièces de Rosa. En 1890, Joseph et sa femme font construire un hôtel particulier rue Beaujon à Paris. Dans cette résidence luxueuse, ils aiment recevoir des invités importants, mais aussi des élèves et amis creusois ou cubains. Le couple a une certaine influence dans les milieux intellectuels. En 1892, Joseph Grancher devient membre de l'Académie de médecine, où il défendra jusqu'à la fin de sa vie la déclaration obligatoire de la tuberculose. En 1884, Grancher rencontre Pasteur, une personne qui sera très importante pour lui, dans sa vie et sa carrière. Il prend sa défense avec ferveur lorsque Pasteur est attaqué pour ses travaux sur la rage. Alors que le petit Joseph Mester, mordu par un chien enragé, est voué à une mort certaine. Grancher arrive à convaincre Pasteur d'inoculer pour la première fois son vaccin à un humain. Pasteur n'étant pas médecin, Grancher prend la responsabilité d'administrer les injections aux jeunes Alsaciens. Ce succès eut un retentissement mondial. Le professeur Grancher participe activement à la création de l'Institut Pasteur, dont l'objectif est d'accueillir les malades influents de toute l'Europe. À la recherche d'un climat plus clément, le couple Grancher fait construire une somptueuse villa à Combo-les-Bains, dans le Pays basque. En 1900, Grancher est élu maire de Combo et le couple modernise considérablement la commune. Et la première maison de santé pour les maladies respiratoires sera construite. Grancher sera considéré comme un grand bienfaiteur pour sa ville. Grancher soigne plusieurs personnalités, comme Sarah Bernard, Guy de Maupassant ou encore Edmond Rostand. Ce dernier se rend sur ses conseils à Combo-les-Bains, où il construira la magnifique villa Arnaga. Combo devient alors une station climatique, appréciée par les artistes. Tout en poursuivant ses séjours à Combo, Grancher continue sa vie à Paris et son travail de pionnier porte ses fruits. Notamment dans l'antiseptie médicale, il réduit la contagion des maladies grâce à une hygiène stricte à l'hôpital et son service des enfants est vu comme un modèle. Il est également le premier à mettre en place le dépistage de la tuberculose dans les écoles et à avoir l'idée d'un carnet de santé pour tous les enfants. À la fin de sa vie, le professeur Grancher travaille à protéger les enfants dont les parents sont atteints de tuberculose en les envoyant à la campagne. Inspiré par la méthode de Pasteur sur les vers à soie, il définit le but et le fonctionnement de l'œuvre créée en 1903 avec ces mots. Quand la tuberculose sévit dans un étroit logis et frappe le père ou la mère, la contagion des enfants est presque fatale. Et j'ai pensé que le meilleur moyen de lutter contre la tuberculose était de lui enlever sa proie. Des premières familles nourricières sont choisies dans le Cher et les résultats sont très encourageants. Malheureusement, à l'hiver 1907, Joseph Grancher est atteint d'une pneumonie et meurt à Paris le samedi 13 juillet 1907 à l'âge de 64 ans. Sa mère meurt quelques mois après lui. Rosa Grancher prend la relève et devient l'âme de l'association. Vice-présidente du conseil d'administration de l'œuvre, elle s'implique humainement et financièrement dans la continuité de l'œuvre.
Rosa est également à l'initiative de la création de la Maison de Cuba, à la cité universitaire. Considérée comme la plus luxueuse des résidences de l'époque, elle a toujours pour but d'accueillir des étudiants en médecine sud-américains d'origine modeste. Ce seront ses neveux, Lilita et Pedro Sanchez, qui mettront en œuvre ce projet en mémoire de leur tante. Le travail de l'œuvre suit son cours. Rapidement, des filiales se développent. En 1946, il en existe dans 82 départements français et dans des colonies, Algérie, Maroc, Tunisie ou encore Sénégal. Dans les années 60, la tuberculose est éradiquée en France grâce au BCG. Le rêve de Joseph Grancher et le but de l'œuvre semblent accomplis. Joseph Grancher a contribué à sauver des milliers d'enfants en les protégeant de la maladie. Dans les années 70, l'activité de l'œuvre Grancher s'oriente vers le placement familial d'enfants séparés de leurs parents dans les cadres de mesures de protection de l'enfance. Mais la dimension médicale perdure, avec notamment l'accueil d'enfants porteurs de VIH dans les années 90. La Fondation accueille aujourd'hui plus de 400 enfants. 120 ans après sa création par Joseph Grancher, l'ambition est de rester fidèle aux deux principes de son fondateur gravés sur son mausolée au cimetière de Montmartre. Il sauva les enfants par la science et par l'amour. Je vais commencer par des remerciements aux enfants, aux professionnels et aux administrateurs qui ont contribué à cette vidéo. Et puis des remerciements plus spécifiques et chaleureux aussi à Virginie Robert, chargée de communication, et puis Karima Gassen, doctorante, qui nous ont permis d'avoir aujourd'hui cette journée, de pouvoir avoir un film qui retrace cette histoire, aussi un livre, et puis une journée hommage. Donc mes remerciements. Alors ce travail de mémoire, il est important et je me suis rendu compte dans ce travail qui était fait, puisque c'était un vrai travail d'enquête, je me suis rappelé quand je suis arrivée il y a 10 ans, à la Fondation, et non pas 10 ans, il y a 10 ans, de ce premier contact avec Joseph Grancher. Et le souvenir que j'en ai, c'est cette statue qu'on voit dans le film aussi, qui ressemble à la statue qu'on a dans la salle du conseil d'administration. Et c'est vrai que je l'ai longtemps regardé lors des conseils d'administration, avec ce sentiment aussi d'être obligée, de me sentir obligée par rapport à ce qu'il avait pu créer. Et je me suis rendu compte avec ce travail de mémoire que je l'avais laissé de côté, Joseph Grancher, et que je le retrouvais aujourd'hui, et je le retrouve de manière un peu différente. Je le retrouve dans un lien évidemment à la mission qu'on accomplit, mais un lien aussi qui est au-delà de lui, qui se transmet de professionnels, de personne à personne, qui se transmet aussi entre nous aujourd'hui. Joseph et Rosa Grancher nous ont transmis ce qu'ils ont pu créer, mais par exemple, vendredi, nous recevons un courrier d'une dame de 85 ans qui a été étudiante dans une filiale à Nice et qui nous parle de son expérience à la Fondation Grancher dans les années 60 auprès d'enfants anorexiques. Ce lien aussi, puisque ce travail de mémoire, c'est un travail de lien, c'est le lien qu'on a ensemble, le lien à vous, et je vous cherche Corinne, qui êtes là, éducatrice depuis 31 ans à la Fondation, mais ce lien aussi à Martine, qui est
qui est partie, qui a quitté la fondation, qui est partie à la retraite, assistante familiale pendant plusieurs années, qui est là auprès de nous aussi, je le remercie. Et donc, c'est ce travail de lien entre nous, autour d'un engagement commun, auprès de l'enfant à protéger, qui me paraît essentiel. Et je dirais que ce lien, il est aussi avec les nouveaux professionnels qu'on accueille aujourd'hui, qui nous ont rejoints, et j'en parlerai ensuite. Et donc, ce travail de mémoire, c'est avant tout un travail de lien. C'est aussi un travail de dialogue entre les générations, mais un dialogue aussi entre le passé, le présent et l'avenir. Et donc, il nous appartient aujourd'hui à nous, ensemble, enfants, qui sont aussi présents aujourd'hui, et professionnels, et administrateurs, d'écrire cette histoire et d'écrire la suite. Donc, nous l'écrivons avec une volonté première, de faire perdurer le modèle de l'accueil familial, afin que chaque enfant, dont c'est le besoin, puisse grandir au sein d'une famille d'accueil qui lui apporte sécurité et protection. C'est en ce sens qu'un certain nombre d'actions sont engagées depuis plus d'1 an pour permettre le recrutement de nouveaux assistants familiaux. Je remercie d'ailleurs l'ensemble des professionnels engagés dans cet objectif. Les effets se sont avérés plutôt encourageants en 2022, mais cependant insuffisants pour maintenir nos objectifs d'accueil. Donc la Fondation reste pleinement mobilisée à l'interne sur cette problématique de recrutement, les métiers éducatifs étant également concernés, mais également à l'externe. Par son intégration, la Fondation fait désormais partie du syndicat employeur Nexem, qui porte le sujet de l'attractivité des métiers dans notre secteur auprès des décideurs publics. Cette histoire, nous l'écrivons aussi, comme on l'a déjà fait par le passé, en intégrant des associations en notre sein. Ainsi, la session d'autorisation de la NEF à la Fondation a eu lieu au 1er janvier 2023. 15 places d'accueil de semi-autonomie pour des jeunes de 18 à 21 ans ont ainsi rejoint le service de Paris. Ces jeunes sont hébergés en appartements partagés, individuels ou en foyer jeunes travailleurs, et ils bénéficient d'un accompagnement éducatif renforcé. Par ailleurs, cette session d'autorisation nous offrira la possibilité, toujours au sein du service parisien, de proposer un accueil pérenne à 18 frères et sœurs au sein de 4 maisons. Et ce, afin de leur permettre de grandir ensemble lorsque cela s'avère être dans l'intérêt de chacun d'eux. Jonas ouvrira cette première page de l'accueil conjoint de fratrie avec l'ouverture le 26 juin prochain de la Villa Lumière. Alors, Lumière, pour les frères Lumière, on cherchait un nom de fratrie et donc voilà, le nom a été trouvé par les professionnels et qui accueillera 6 frères et sœurs entourés d'une équipe qui est présente aujourd'hui, d'une équipe pluridisciplinaire, dans le cadre d'un accueil d'urgence en vue de réaliser une évaluation de leur situation et permettre l'orientation la plus adaptée à leurs besoins. Une histoire aussi qui s'écrit avec vous, les enfants. Et donc, c'est depuis plusieurs années la possibilité offerte d'avoir des espaces d'expression pour les enfants, de les faire participer à notre projet. Et donc, les copilotes sont avec nous. Mais c'est aussi pouvoir permettre, finalement, qu'il y ait des copilotes dans chaque établissement de la Fondation. Et donc, le projet européen autour des droits de l'enfant, comme une culture commune, a pour objectif de permettre cet élargissement, finalement, cet essaimage au sein des autres établissements. Et donc, il a pour objectif, ce projet européen, de permettre l'accès des enfants à leurs droits fondamentaux, et plus particulièrement le droit à la participation par l'appropriation d'une culture commune aux enfants, aux familles, aux professionnels, aux administrateurs et à tout acteur engagé auprès d'eux. 2 projets ont déjà abouti, des clips vidéo sur les droits de l'enfant, 2 clips vidéo qui sont construits comme un dialogue entre enfants et professionnels sur leurs droits. Actuellement s'engage le projet ADELF, qui a débuté il y a peu, et donc qui apporte un droit spécifique, le droit à une famille. Il s'agit du droit de chaque enfant d'entretenir des relations avec ceux qui lui sont chers, afin que les différents attachements, notamment affectifs, soient respectés. Ce projet, en collaboration avec Nicolas Friès, photographe, nous propose de porter le regard sur les relations fraternelles sous toutes ses formes. D'autres projets s'annoncent déjà dans le cadre de ce projet européen, suite à des rencontres récentes en Sologne, nous étions plus de 50, et à Paris, un jeu de société autour des droits de l'enfant, par exemple, une pièce de théâtre, afin d'évoquer la situation de placement, et un projet avec les familles des enfants accueillis. Je remercie chaleureusement donc Magali Chasseluy également, qui est notre coordinatrice du projet européen. Je ne la vois pas, mais je sais qu'elle est là, pour son engagement dans ce projet-là. Enfin, vous avez également vu la phrase « Il sauva les enfants par la science et par l'amour ». Et donc, je voulais vous parler également des projets de parentèle depuis plus d'1 an et demi,
nous avons effectivement pu réactiver l'association parentale qui existait dans les années 80. Et donc, nous l'avons réactivée avec ce souhait justement de pouvoir partager des connaissances et des savoirs. Alors, pas n'importe quel savoir. La parentèle, en tout cas avec la présence de Karim Agassem, qui est avec nous pour 3 ans, le souhait de pouvoir finalement mettre en place une organisation apprenante, en partant du postulat que finalement, les enfants, les familles, les professionnels, les administrateurs, nous avons tous des savoirs expérientiels et qu'à partir de ces savoirs expérientiels, nous pouvons transmettre, et là on rejoint ce travail de mémoire aussi, nous pouvons transmettre une expertise, et ce, toujours dans l'intérêt des enfants. Et donc, dans le cadre de Parentèle, un groupe existe depuis déjà quelques temps sur la question des troubles causés par l'alcoolisation fœtale. Donc, une communauté de pratique s'est engagée. Par ailleurs, il y a aussi un travail qui se fait autour des copilotes pour finalement essayer de comprendre ce qui fait que ce groupe existe depuis tant d'années et qu'est-ce qui a permis sa pérennité et comment on peut faire en sorte que ça puisse s'étendre. Et puis plein d'autres sujets également. Et donc, ça participe aussi de la communication entre nous, puisque dorénavant aussi, l'ensemble de ces informations, vous pouvez les trouver sur l'intranet. Donc, un ensemble de projets, ce ne seront pas les seuls. C'était évoqué par notre président en amont, mais évidemment, d'autres projets pourront s'annoncer en fonction aussi des besoins d'adaptation. Et on le sait, ils sont grands aujourd'hui. Un certain nombre d'enfants, aujourd'hui, ne peuvent pas finalement être protégés suffisamment tôt. Et donc, en fonction des besoins qui émergeront, la Fondation a le souhait de pouvoir répondre à ces besoins. Je vais appeler Madame Genet, qui est notre intervenante, et donc qui nous rejoint, qui est docteur en psychologie. Madame Genet nous propose une intervention sur la narrativité autour des relations précoces et de l'attachement chez l'enfant, avec un questionnement, comment mieux accompagner et soutenir la construction de ses capacités narratives. Je vous laisse le micro. Bonjour à tous, merci beaucoup à la Fondation Grancher pour cette invitation. Alors c'est intéressant pour parler de la narrativité que mes propos s'installent dans l'histoire de la famille Grancher, parce qu'il s'agit toujours de poupées russes, c'est-à-dire une histoire qui va en contenir une autre, puis encore une autre, etc. Et pour les enfants placés, il s'agit vraiment, pour eux, de construire un espace de récit afin qu'ils puissent s'approprier leur histoire, et on sait combien c'est difficile, s'approprier leur histoire, c'est-à-dire celle d'où ils viennent, en continuant à avoir des liens autant que possible avec leur famille d'origine, que cette histoire s'inscrive avec celle de la famille d'accueil, celle des travailleurs sociaux qui vont les accompagner, et puis celle des fondations, parfois, qui les accueillent aussi. Donc, tout un tas d'histoires imbriquées. Et ces histoires, elles vont pouvoir s'imbriquer si on permet à l'enfant de construire, de remodeler ces histoires d'attachement et la question des régulations de ses émotions. Les propos que je vais avoir aujourd'hui vont être vraiment ancrés dans la clinique. Je vais vous montrer des petites vidéos qui vont vous permettre de
de vous forger une représentation de propos qui sont vraiment à la fois un peu complexes et théoriques, et en même temps qui vous parleront parce que vous êtes au cœur de l'accueil de ces enfants. Il s'agit donc de comprendre comment on devient un être humain, comment on se subjectivise, c'est-à-dire comment on va créer sa propre subjectivité par le biais des processus d'attachement. On sait aujourd'hui que la qualité de nos liens d'attachement aux autres vont forger notre histoire, notre subjectivité, et là, il est beaucoup question d'attachement. Donc on va revoir ensemble de quoi il s'agit et comment est-ce qu'on peut soutenir ça dans une histoire de placement chez l'enfant. Tous ces propos, ils sont issus d'une thèse de doctorat que j'ai effectuée maintenant il y a un peu plus de 10 ans, où j'ai suivi des enfants depuis les interactions précoces, et puis ensuite la question de l'évaluation des comportements d'attachement autour de l'âge de la marche, et ensuite la manière dont ils étaient capables de raconter des histoires. C'est souvent ce qu'on va demander aux enfants placés. Est-ce que tu peux me raconter ton histoire ? C'est-à-dire la manière dont toi tu as vécu ce qui t'est arrivé, ce que je peux t'en dire en tant qu'adulte qui te connaît, et ce que j'ai besoin que tu puisses construire dans le cadre de ton placement pour que tu puisses te remettre des histoires potentiellement traumatiques que tu as vécues. Et ça ne se fait pas en une fois. C'est l'histoire de toute une vie, c'est l'histoire de tout un placement, de s'approprier son histoire, d'acquérir des capacités narratives, des compétences narratives. La narrativité, elle est issue de la philosophie. C'est Paul Ricoeur qui a expliqué comment on allait s'approprier son histoire, comment on allait la créer, alors même qu'on n'est pas le créateur de soi-même, quant à l'existence. Donc on va revenir sur la question des interactions précoces. De quoi il s'agit ? De quoi on parle ? Observer un bébé et ses parents ou ses figures d'attachement, c'est-à-dire les personnes qui prennent soin du bébé, c'est comprendre comment le bébé peut se construire lui-même en tant qu'individu. Et pour cela, dans l'espèce humaine, il y a beaucoup de choses qui vont passer par le corps du bébé, par les interactions comportementales, les interactions émotionnelles et puis les interactions fantasmatiques, c'est-à-dire ce qui se passe dans la tête de la figure d'attachement quand elle interagit avec le bébé. Qu'est-ce qu'elle est capable de penser de ce que vit le bébé et surtout de lui restituer. C'est pour ça que quand les parents vont pas bien, notamment quand ils sont très déprimés, ils ont beaucoup de mal à s'adresser au bébé pour lui dire « Oh, bah là, tu vas pas bien » ou « Là, je vois que tu es fatigué ». Pourtant, ça, c'est à l'origine de la subjectivité du bébé. C'est comme ça qu'un bébé se construit une vie psychique, par le biais de ses mouvements corporels et par le biais de ce que l'adulte qui le connaît lui renvoie. Le bébé, au début, il n'est pas complètement agent de ses processus psychiques. C'est-à-dire que, par exemple, un tout petit bébé ne va pas se dire « j'ai faim ». Il va se dire « c'est désagréable à l'intérieur de moi ». Et c'est la réponse de l'adulte, de la figure d'attachement, qui petit à petit lui raconte un récit. C'est-à-dire que petit à petit, quand on commence à comprendre son bébé ou le bébé que l'on accueille, eh bien, on comprend que là, il a faim. Parce que quand il fait comme ça, eh bien, ça, c'est qu'il a faim. Là, c'est qu'il est fatigué. Donc il faut plusieurs mois pour devenir le parent ou la figure d'attachement de ce bébé, pour l'appréhender, pour s'appréhender soi-même en lien avec ce bébé. Parce qu'il est aussi question de cela. On sait pertinemment aujourd'hui que le parent que l'on devient, il n'est pas égal à n'importe quel parent parce qu'on n'a pas tous eu les mêmes expériences précoces qui se sont réécrites dans un effet d'après-coup. Ça veut dire que les parents que l'on va devenir, ils vont être vraiment à l'image des expériences précoces que l'on aura vécues, qui auront pu se reconstruire, se réparer, s'améliorer, se recolorer d'expériences positives au travers des expériences du placement ou au travers de toute autre expérience d'attachement que l'on aura pu avoir. C'est pour ça que tous les parents ne sont pas les mêmes. Et d'ailleurs, ça agite beaucoup en ce moment la question de l'éducation. La question de l'attachement, qu'est-ce que c'est que la sécurité d'attachement ? Eh bien, elle va résulter des expériences précoces, de l'intériorisation de schémas d'être avec, de représentation de soi-même. Moi, quand je suis stressée, je suis comme ça. Et puis, quand je suis heureuse, je m'exprime comme ça, etc., etc. Et aussi des représentations du lien que l'on a avec les autres. Ces liens précoces, ils vont être réactualisés dans tout un tas de relations qu'on va avoir dans notre vie future, un peu à l'image de ces expériences précoces, et parfois même sans qu'on s'en rende compte et sans qu'on puisse s'en raconter une histoire. Les comportements d'attachement, donc, vont évaluer les capacités de l'enfant à se déplacer dans l'espace par rapport
le plus souvent à sa mère, ses parents, pour explorer l'environnement ou le monde extérieur. C'est pas du tout la même chose que les représentations d'attachement. Donc, vraiment, si on doit parler d'attachement, qu'est-ce que c'est ? C'est un équilibre entre le besoin que l'on a de rester tout proche de ces figures d'attachement, mais heureusement qu'on va intérioriser ces figures d'attachement, ce lien-là, parce que sinon on aurait besoin de rester toujours collé à ses parents, ou en tout cas à ces figures d'attachement, pour aller explorer, pour aller se développer soi-même, prendre des risques, aller vers sa vie et s'éloigner de ces figures d'attachement. C'est toujours cet équilibre-là auquel on va faire appel pour toutes les expériences de notre vie. La représentation d'attachement, c'est pas tout à fait la même chose. Chez les enfants plus grands que l'âge de la marche, et chez les adolescents, chez les adultes, on ne va pas évaluer les comportements d'attachement, mais on va évaluer les capacités narratives. C'est-à-dire quelle représentation on a de nous-mêmes, de nos figures d'attachement, de nos parents, éventuellement de nos assistants familiaux, et de nous-mêmes en lien avec ces figures d'attachement. Donc on va évaluer la capacité du sujet à se déplacer dans le temps. Donc son rapport au temps va être très important pour réécrire son histoire, pour la réécrire avec des effets d'après-coup. Eh bien, par exemple, ça donne des enfants qui vont dire quand je suis arrivée au placement, j'étais vraiment très fâchée, j'en voulais à tout le monde parce qu'on m'avait séparée de mon parent. Et puis petit à petit, j'ai compris que c'était important que d'autres personnes prennent soin de mes parents et que d'autres personnes compétentes prennent soin de moi parce que je n'en étais pas capable à l'époque. Donc, dans l'identité du sujet, il y a une question du rapport au temps, mais aussi du rapport à l'autre. C'est-à-dire la personne à qui on va s'adresser pour raconter son histoire. Et on ne va pas la raconter de la même manière selon que l'on parle aux éducateurs, à la police, à des personnes importantes, à sa maîtresse d'école, à ses copains. Donc, il faut prendre conscience de l'autre pour pouvoir s'approprier son histoire, la raconter, la mettre en récit. Et on sait que par rapport aux expériences douloureuses, potentiellement traumatiques, qu'est-ce qui va faire qu'on va se remettre de ça ? C'est justement ces compétences narratives. C'est-à-dire qu'il va falloir offrir au sujet qui a vécu quelque chose de difficile un espace de récit. Et un espace de récit, ça, c'est pas forcément un instant T où on va parler avec la personne. C'est parfois toute une vie, plusieurs moments, pour comprendre ce qui s'est passé, y mettre du sens, l'inscrire dans sa vie en termes de temporalité et comprendre les émotions qui ont émergé de cette histoire. Donc c'est faire un récit de tous ces liens d'attachement, mais aussi de tous ces souvenirs, avec toute une série d'après-coups qui vont faire qu'on ne va jamais raconter cette histoire de la même manière en fonction des personnes à qui on parle et du temps où on va raconter cette histoire. Donc les représentations d'attachement, de comment je suis, quelles sont la qualité des liens que je peux avoir, comment sont mes figures d'attachement, elles vont être liées à l'intériorisation de ces expériences de soins précoces, mais aussi refaites après toute une série d'après-coups. Selon la théorie de l'attachement, donc, cette narrativité, ces capacités narratives, la manière dont on raconte cette histoire, elle va porter la trace des interactions précoces. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Eh bien, c'est le style du discours. C'est que tout d'un coup, on commence à raconter quelque chose et puis on s'arrête brutalement comme saisi d'une émotion, saisi de quelque chose qui va traverser son corps en lien avec ce souvenir-là. Ou quelque chose qui ne peut pas se dire, tellement là, les émotions ont été trop fortes à un moment donné où le sujet n'était pas capable de vivre ce qu'il a eu à vivre. Donc, la narrativité va porter la trace des interactions précoces, dont cette intériorisation permet de construire ces fameuses représentations, ces images de soi, de l'autre, et des relations de soi-même avec l'autre. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont les théoriciens de l'attachement qui ont remis cette question de la narrativité, d'abord un concept philosophique, au centre des recherches, notamment en psychologie. Et c'est ce fameux test des histoires à compléter qui ont pour but de demander au sujet de raconter une histoire avec des petits personnages. Tout en la racontant, il est censé jouer avec les personnages pour voir comment il est capable de mobiliser une histoire avec des émotions très fortement liées à la qualité de son attachement. Donc je vous propose de voir un peu comment
justement, on peut appréhender la question des traces narratives au travers de la construction du sujet en partant des interactions précoces. De quoi le bébé humain a-t-il besoin quand il interagit avec l'autre, qu'on s'adresse à lui de manière ajustée et qu'on lui renvoie, comme disait Winnicott, le miroir de ses propres émotions et de ses propres vécus. Ça veut dire que nécessairement on doit se mouiller un peu quand on s'occupe d'un bébé, c'est-à-dire qu'on doit imaginer ce qu'il peut vivre au travers de ce qu'il nous montre dans ses mimiques, dans son corps, la manière qu'il a de nous regarder, etc. Et on va nécessairement se tromper un peu, mais pour autant, le bébé humain a vraiment besoin de cette expérience-là dans le regard de l'autre pour se comprendre lui-même. Alors je redis que je vous demande de ne pas faire de photos, des vidéos, ni de les filmer. C'est très important. Bien sûr, les sujets qui sont sur les vidéos m'ont autorisé à le faire, mais juste en ma présence, et je ne peux pas les diffuser par ailleurs. Donc je vais vous montrer un tout petit bébé dans une expérience qui s'appelle le still face, c'est-à-dire le visage impassible. Qu'est-ce qui se passe ? Et certaines personnes d'ailleurs ont déjà dû voir ces vidéos parce que je suis déjà intervenue pour Grancher dans le cadre de formation avec le COPES. Je m'en excuse pour ceux qui les auraient déjà vus. Qu'est-ce qui se passe quand un parent interagit avec son bébé et qu'ils sont en train de co-construire un espace de récit, de se raconter une histoire où chaque personne interagit et raconte un morceau de l'histoire, quand tout d'un coup, on demande aux parents de prendre un visage impassible comme si tout d'un coup, il était pris dans ses pensées. Est-ce qu'un bébé de 3 mois est déjà capable de percevoir que tout d'un coup, il y a une rupture dans ce récit et qu'est-ce qu'il va en faire quand tout se passe bien jusque-là pour lui ? Je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, mais la maman, elle parle anglais. On lui a demandé d'interagir avec son bébé comme elle le ferait à la maison. Dans ce moment-là, il ne se regarde pas directement d'œil à œil, mais la main de la maman a valeur d'un tout, c'est-à-dire je joue avec maman par l'intermédiaire de sa main. Il faut aller bien pour accepter de ne pas toujours être regardé par son bébé. Un bébé à cet âge-là n'est pas du tout capable d'interagir continuellement en face à face dans le regard. Pour des parents en grande difficulté, avoir un bébé, c'est une expérience extrêmement douloureuse parce que le rythme d'un bébé n'a rien à voir avec celui d'un adulte. Par définition, ces périodes de veille et de sommeil ne sont pas directement prévisibles et donc pour des parents qui ont un attachement désorganisé, de mauvaise qualité, avoir un bébé, c'est une expérience extrêmement douloureuse. En l'occurrence, là, on voit vraiment que le bébé est captivé par le jeu de la maman, qui se prête au jeu, pourrait-on dire. Elle lui montre sa main et on voit, elle lui prête en anglais, des velléités de vouloir attraper sa main et de faire pareil. À l'âge de 3 mois, un bébé n'est pas capable de coordination oculo-manuelle. C'est-à-dire qu'il a envie d'attraper les objets, il peut attraper les objets quand on lui met exactement là où il va être capable de l'attraper, mais il n'est pas encore capable d'attraper l'objet. Ça va être vraiment l'acquisition de 4-5 mois, par là. Mais déjà, il peut le faire. Ce qui est intéressant, c'est que cette maman, qui va très bien, va se prêter à ce jeu en mettant sa main exactement là où le bébé, comme dirait Winnicott, va avoir l'illusion qu'il a pu attraper la main de la mère. Ça, c'est un enjeu très important pour le bébé. Se raconter à ce moment-là de la vie que l'on est tout-puissant. Et que c'est nous qui créons le biberon ou le sein exactement au moment où on l'a désiré. C'est la possibilité d'un parent qui va bien. Les parents en grande difficulté, quelle que soit la raison, sont pas capables de faire ça suffisamment toute la journée parce que pour eux, ils sont déjà tellement dysrégulés dans leurs émotions qu'ils ne peuvent pas s'ajuster aussi précisément aux besoins du bébé. Là, c'est ce que cette maman lui raconte. Et encore plus, ça va la narcissiser, ça va la rendre très fière, c'est-à-dire « mon petit garçon, il est vraiment très fort, c'est lui qui a attrapé ma main ». Donc vous voyez l'enjeu, c'est-à-dire être soi-même extrêmement narcissisé, de s'offrir comme objet pour que son bébé pense qu'il est très très fort. Et être soi-même très fier de cela. Et vous voyez la satisfaction du bébé qui a attrapé la main de la mère et qui continue l'histoire. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle dit. Et par ailleurs, dans ce que vous connaissez tous, le doudou, l'objet transitionnel,
Eh bien, ça, c'est la théorie de Winnicott, l'objet transitionnel. Winnicott connaissait très bien les relations parent-bébé et il a pu aussi dire qu'à ce moment précis de la vie, dans le moment où il est important de laisser penser au bébé qu'il est tout puissant et petit à petit de lui apprendre la frustration, mais vraiment tout petit à petit, eh bien, dans cette ère d'illusion, la question de savoir si c'est toi ou moi qui l'a fait, la figure d'attachement et du bébé, n'a pas lieu d'être. C'est du nous, c'est-à-dire c'est une co-création. C'est grâce à ce que j'ai pu faire pour que toi tu puisses penser que c'est toi qui le fais, que nous créons cet espace de récit. Donc là, on demande à la maman de prendre un visage impassible, comme si tout d'un coup elle était préoccupée par ses pensées. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que le bébé a tout de suite compris que sa maman s'était interrompue dans l'histoire qu'ils étaient en train de co-construire. Il la regarde avec des yeux écarquillés, qui sont déjà une expression émotionnelle de surprise. On a tendance à écarquiller les yeux quand tout d'un coup on ne comprend pas ce qui se passe, quand on ne comprend pas ce que l'autre nous dit, quand on est étonné. Par ailleurs, qu'est-ce qui va faire qu'on va être certain qu'on est bien en lien avec l'autre quand on s'adresse à lui? Eh bien, c'est son regard. On va écarquiller les yeux quand quelqu'un n'est pas vraiment en lien pour lui dire « Eh oh, est-ce que tu es toujours là avec moi ?» Ça s'appelle l'imitation provocante. Déjà à 3 mois, un bébé peut faire tout ça et peut être très compétent pour faire revenir à lui son interlocuteur. Ça, on peut l'observer dans la vie de tous les jours. Quand il y a une maman qui pousse une poussette, et puis vous la connaissez, puis tout d'un coup, vous venez parler à cette maman alors qu'elle était en lien avec son bébé, et bien le bébé, il va faire ça au début, puis tout d'un coup, il va s'agiter de plus en plus. Donc là, comme ça ne fonctionne pas, que la maman n'est toujours pas disponible, il a fait un petit bruit avec sa bouche, c'est-à-dire qu'il va se montrer à elle, se faire entendre par elle, pour essayer de la ramener dans l'interaction. Ce moment-là, c'est un petit moment de stress à entendre au sens physiologique, c'est-à-dire que c'est pas comme d'habitude. Il n'y a pas eu de chose qui lui a montré, justement dans le fil narratif, que il y avait une rupture, comme une copine de sa maman qui serait venue ou quelqu'un qui aurait interpellé sa maman. Donc il ne comprend pas, et donc c'est un petit peu stressant pour lui. D'où les manifestations du système nerveux autonome. C'est-à-dire que sur le plan physiologique, eh bien c'est un autre système qui va prendre un peu le pas, celui du système nerveux autonome, et donc il va éternuer. Le système nerveux autonome, c'est tout ce qui sert à réguler le stress, comme éternuer, bâiller, trembler, sursauter, etc., etc. Et ça, c'est très important chez les bébés à observer parce que ça montre sa dysrégulation émotionnelle et le relaie par un autre système. Et là, vous voyez qu'il va arrêter ce mouvement des yeux. Il en a pris son parti. Bon, c'est pas la fin du monde. Je vois bien que maman n'est pas disponible. De toute façon, déjà à 3 mois, compte tenu de la qualité de ses interactions, autre IBAI, autre système nerveux autonome, et il se regroupe sur son centre, sur la ligne médiane, pour faire autre chose, pour explorer l'environnement. Il va chercher à téter quelque chose, à s'amuser avec le truc de sa salopette, pendant que sa maman n'est pas disponible. C'est-à-dire qu'il a la capacité aussi d'aller explorer son environnement. Il n'a pas que besoin d'être en lien avec sa maman, déjà parce qu'à 3 mois, il a acquis cette certitude que si il avait vraiment besoin de sa maman, eh bien, il pourrait l'appeler et dans ce moment-là, elle viendrait. Donc, finalement, quand tout se passe aussi bien que ce que j'ai pu vous montrer, qu'est-ce qu'on peut évaluer à 13 mois, autour de l'âge de la marche? Et pourquoi autour de l'âge de la marche? Parce qu'à ce moment-là, eh bien, le bébé a la compétence active de se rapprocher ou de s'éloigner volontairement de sa figure d'attachement. D'où cette notion d'équilibre est aussi activement contrôlée par la qualité de ses comportements d'attachement. Donc, quand on évalue les comportements d'attachement d'un enfant à l'égard d'une de ses figures d'attachement, on va observer comment, dans un moment de stress, il va aller rechercher le contact avec sa mère, comment il va chercher à maintenir le contact avec celle-ci, et puis comment, éventuellement, dans le cas d'attachement insécure, voire d'attachement désorganisé, eh bien, il va éviter de demander le contact avec sa mère, éviter d'aller au contact de sa mère, ou au contraire, est-ce qu'il va rester passif par rapport à ça et ne pas être en capacité d'aller vers sa mère ? Il peut aussi résister
à aller vers sa mère, c'est-à-dire simultanément, il y a des enfants qui mettent en place ce genre de défense, ils vont aller s'agripper à leur mère, mais tout en la repoussant simultanément. Donc il s'agit de la situation étrange qui permet d'évaluer justement ces comportements de l'enfant et de comprendre qu'est-ce qui fait qu'un enfant a un attachement sécure. Alors on va l'observer ensemble. À l'âge de 13 mois, normalement, un enfant qui a des liens d'attachement sécure, comment il va être ? Eh bien déjà, il va être très en lien avec ses émotions. C'est-à-dire que, a priori, si sa mère qui est dans une pièce comme dans un hôpital avec des gens qu'il ne connaît pas et dans un lieu qu'il ne connaît pas, eh bien, il ne va pas trop s'en éloigner. Il va parfois attendre un peu avant d'aller explorer les jeux qu'on a mis pour lui. Ou alors il peut y aller tout de suite, mais il aura toujours une attention particulière pour là où se trouve sa figure d'attachement. Il aura repéré dans l'espace où elle est et il aura à cœur de partager ce qu'il va trouver dans son exploration. C'est-à-dire soit directement en jargonnant, soit directement en parlant, ça dépend de la qualité de son langage, soit en montrant avec le regard, regarde comme c'est beau ce que j'ai trouvé, regarde comme c'est intéressant, j'ai envie de le partager avec toi. Nous sommes faits pour partager notre existence avec les autres. Bien sûr, on a besoin de moments de solitude parfois, mais nous sommes faits pour partager. Ça s'appelle l'attention conjointe. Quand un enfant va pas bien, eh bien, il peut avoir de temps en temps plaisir à partager les choses, mais il ne va pas aller lui-même exiger de partager un moment de qualité avec les personnes qui s'occupent de lui. Ça, c'est quelque chose qu'on va, nous, observer, les psychologues, en clinique, très précocement. Notamment pour les bébés qui sont à risque du trouble du spectre autistique. À partir de 4-5 mois, on va aller observer si le bébé a envie de se prêter comme objet de plaisir pour l'autre. Comme par exemple quand on change un bébé et qu'on lui fait des bisous sur le pied et qu'on lui dit « Ouh, on en mangerait des petits pieds comme ça », eh bien, les bébés, a priori, ils aiment beaucoup ça. Les bébés qui vont pas très bien, ils vont pas redonner le pied à manger aux parents. Ça leur a plu tout autant que les autres, mais ils vont pas avoir cette idée qu'ils pourraient recommencer cette expérience et que pour que cette expérience devienne une expérience de plaisir, vraiment un espace de récit où on est heureux d'être ensemble, eh bien, les bébés qui vont bien, ils vont redonner ce pied à manger encore et éclater de rire. Les bébés qui vont pas bien, sur une pente autistique par exemple, ils feront jamais ça. Pourquoi c'est intéressant ce moment ? C'est pas qu'on a envie de faire pleurer les enfants dans des expériences un peu traumatisantes, rassurez-vous. La tristesse, les émotions négatives sont des émotions vitales, au sens fort du terme. C'est-à-dire que l'on a besoin d'avoir un lien d'attachement pour survivre. Ça, c'est la théorie de Bowlby. Des expériences l'ont montré, des expériences de la vie, malheureusement, de la guerre, etc. En l'occurrence, ici, ce petit Léo, il est très lisible dans ses émotions. Ça, c'est une vraie compétence pré-narrative. Ça veut dire que pour toutes les personnes qui vont s'occuper de lui, tout le monde peut s'accorder à dire que là, ce qu'il vit, c'est de la tristesse. Et d'abord, il va le vivre avec ses propres compétences. C'est-à-dire que déjà, il ne va pas chercher à nier cette tristesse-là. Ça, c'est très important. Il y a énormément d'adultes qui, dans le cabinet d'un psychologue, en l'occurrence, j'ai pu le vivre plusieurs fois, qui vont s'excuser de pleurer. Alors même que chez le psy, on raconte des choses potentiellement douloureuses, difficiles, et donc, a priori, se mettre à pleurer, c'est plutôt quelque chose qui est positif, parce que c'est en lien avec ce qu'on est en train de raconter. Il n'y a rien de plus catastrophique que des personnes qui vont raconter des choses atroces, horribles, qu'elles ont elles-mêmes vécues, avec une froideur dont on ne sait quoi faire. Ça, c'est le propre d'une narrativité qui a été abîmée, voire mise extrêmement à mal, voire détruite par des événements traumatiques. Donc là, ce petit garçon, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe en plus dans l'expérience ? Sa maman a oublié, certainement prise par les choses qu'elle avait à faire, de lui dire qu'elle partait de la pièce. Donc il fait appel à ses propres compétences et il ne nie pas ce qu'il est en train de vivre. Ça le rend triste, ça l'inquiète. L'étrangère, qui sans faire exprès, ressemble beaucoup à la mère et est habillée pareil, mais c'est fortuit, va tenter de l'aider. Et ça, c'est quelque chose qu'on va faire malheureusement beaucoup quand on est face aux émotions négatives d'un enfant, parce que c'est difficile pour nous à vivre, on va chercher à divertir l'enfant de ce qu'il est en train de vivre.
c'est pas génial. Pourquoi c'est pas génial ? Déjà parce qu'en fait, c'est à nous qu'on essaye de faire du bien, c'est nous qu'on essaye de protéger à ce moment-là. C'est-à-dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire de cet enfant qui pleure ? Alors que l'enfant, à ce moment-là, il a besoin, le bébé, le tout petit, il a besoin qu'on lui narre, qu'on le mette en récit ce qui est arrivé. Oh, mon pauvre, oui, maman est partie, mais tu sais que les mamans, ça revient, il y a tout un tas de livres qui parlent de ça, ne t'inquiète pas. Et regarde, si tu veux, on va pouvoir jouer ensemble en attendant. Mais il ne s'agit pas de se couper rapidement de ce qui se passe et de dire « Allez, viens voir le joli lapin là », sans rien en dire. Ça, c'est tout l'enjeu d'un placement aussi. C'est-à-dire ne pas dénier ce qu'il se passe, ne pas trouver que c'est tellement terrible qu'il faudrait ne pas faire avec. Et on serait bien tenté parfois, dans les histoires de placement familial, d'enlever tout ce qui ne va pas, d'en prendre des nouveaux et de recommencer. Sauf qu'on sait ça, aujourd'hui, que ça ne marche pas. L'idée dans la capacité narrative, c'est de faire un mélange de tout ça et que ces différentes histoires s'imbriquent en elles d'une façon créative qui sera celle que l'enfant va créer grâce à tous ces tuteurs de résilience que vous êtes. Donc, il tente de faire appel à ses compétences en s'appuyant sur la proposition de cette étrangère. Là aussi, c'est très intéressant parce qu'il se dit non, je suis triste, là, j'ai pas envie de jouer, c'est pas le moment. Ça, c'est très cohérent dans sa narrativité. La deuxième chose, c'est pas de toi dont j'ai besoin parce qu'on ne se connaît pas. Donc, pour le moment, tu ne peux pas, du moins tout de suite, jouer comme un support d'attachement. Vous voyez, il est très expressif. C'est-à-dire que tout le monde fait « Oh !» Ça, c'est bon signe. Ça veut dire que tout le monde peut être en empathie avec cet enfant. Et ça, c'est vraiment le témoin de la qualité de ses liens d'attachement. Il est tellement touchant et personne ne peut se tromper sur l'émotion qu'il était en train d'exprimer. Ça aussi, c'est une vraie compétence. Il est triste et il fait appel à ses propres compétences pour ressentir cette tristesse sans la dénier. Ça veut dire qu'il n'a pas vécu de moments, ou en tout cas trop de moments, parce que dans la vie de tous les bébés, même quand on n'a pas été négligé ou maltraité, on a quand même vécu des moments où notre environnement d'attachement, nos expériences relationnelles n'étaient pas complètement ajustées à nos besoins. Ça, c'est la réalité. Mais pas trop, si bien qu'il a pu faire appel à ses propres compétences parce qu'elles n'ont jamais été trop débordées. Tais-toi, je commence à me fâcher parce que là, tu me rappelles, dans un premier temps, que ma figure d'attachement n'est pas là et que c'est pas toi dont j'ai besoin. Vous voyez que là, il commence à considérer que, quand même, cette personne qui a l'air bienveillante pourrait l'aider. C'est-à-dire qu'elle respecte ce que Léo lui montre, à savoir que c'est pas toi que je veux pas être sur toi tout de suite, etc. Parce qu'il a beau être très triste et même un peu fâché de tout ce qui se passe, à la seconde même où sa maman revient dans la pièce et lui dit « Léo, c'est maman », eh bien, il n'a pas perdu ses compétences. Il n'a pas perdu ses comportements, sa capacité à aller retrouver sa figure d'attachement. Quand un enfant va pas bien, eh bien, et qu'il vit une expérience un peu difficile, tout d'un coup, il n'a plus aucune compétence à aller retrouver sa figure d'attachement ou aller vers des personnes qu'il connaît et qui sont bienveillantes pour lui, qui lui ont fait du bien par le passé. Il est comme dépossédé par ses compétences. Lui, à la seconde qui vient, il a beau être à vivre des choses difficiles, il est actif dans ce comportement d'aller vers sa mère et de retrouver ce sentiment de sécurité interne. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la maman, elle va lui dire. C'est-à-dire, comment jouer comme figure d'attachement pour un enfant, c'est raconter ce qui s'est passé en étant conscient de la dissymétrie dans l'histoire. C'est-à-dire qu'un adulte a bien entendu la capacité de savoir que là, en l'occurrence, il s'agit d'une expérience, entre guillemets, scientifique pour des psychologues, que l'enfant n'est pas en danger, et surtout, elle peut faire appel aux expériences du passé. Bon, elle le dit en anglais, mais maman, tu sais, Léo, maman, elle t'a jamais abandonné, elle t'abandonnera jamais, tu sais, les mamans, ça revient toujours. Et pour autant, elle va pas se moquer de l'enfant, c'est-à-dire que ça, elle le sait. Léo, lui, il ne sait qu'à moitié. Il le sait que par le passé, ça s'est jamais passé, mais là, cette expérience-là, elle est nouvelle pour lui, donc elle est potentiellement un peu stressante. Donc elle va être en empathie avec ce que vit l'enfant,
tout en redisant des choses du passé et du moment actuel. Ça, c'est très important, parce qu'il y a une grande dissymétrie entre l'adulte et l'enfant. C'est d'ailleurs ça qui est terrifiant quand on devient parent, c'est de se rendre compte à quel point on va s'inquiéter toute notre vie pour cet enfant, ou qu'on a aussi à s'occuper d'un enfant. C'est une responsabilité telle qu'il y a de quoi se sentir très vulnérable. Donc vous voyez qu'elle le réconforte, et elle psychodramatise un peu ce qu'il est en train de vivre, c'est-à-dire qu'elle y fait une place, elle le réconforte, mais en dramatisant légèrement, c'est-à-dire comme si elle lui disait intuitivement, par ses gestes, par la qualité de sa voix, de ses mimiques, « Oh oui, je sais que c'est dur, mais vraiment, t'inquiète pas, tu sais, c'est pas grand-chose, tu vas voir, ça va aller, puis tu peux rejouer. Parce qu'ici, tu es en sécurité, je t'assure, tu peux reprendre les jeux, c'est intéressant pour toi, et je vais t'y aider. » Et en même temps, elle sent que c'est encore un peu trop tôt pour lui, donc, vous voyez, elle est dans cet ajustement à ses besoins à lui. Ça, c'est un espace de narrativité. Tout ça, ça se raconte dans les gestes, dans les comportements, dans les émotions, dans la manière dont la maman va imiter les émotions du bébé et les lui transmettre via son miroir personnel. Bien que Léo, il a retrouvé son équilibre. Il est à nouveau dans l'exploration des jouets. Ça veut dire qu'il est passé à autre chose par rapport à ce moment de séparation. Il a retrouvé son équilibre et il a retrouvé sa joie d'aller explorer l'environnement. Donc finalement, ces compétences narratives qui se co-créent dans cet espace de récit où il n'est pas question que de se parler, de se dire des choses, mais il est aussi question de se transmettre dans la qualité des interactions quelque chose de l'ordre de « je suis là pour toi, tu peux compter sur moi, tu ressens tel type d'émotion, je suis là pour t'aider à la fois à les ressentir. Tu peux compter aussi sur tes compétences propres. Ça, c'est délicat. C'est-à-dire, jusqu'à quand on peut répondre ou non à un bébé? Ça, c'est une grande question des parents, des personnes qui s'occupent des bébés. Est-ce qu'un bébé fait un caprice? Est-ce qu'il faut toujours répondre pour être un parent, une figure d'attachement optimale, etc., etc. Alors qu'à un moment donné, il est bon de faire aussi naître les compétences du bébé. C'est-à-dire que si on ne laisse pas cet espace pour que le bébé puisse aussi puiser dans ses compétences, eh bien, on pourrait penser qu'il n'en serait jamais capable si le parent répondait tout le temps. Donc, qu'est-ce que ça va donner en termes de compétences narratives un petit peu plus tard? Juste pour vous dire que cette histoire, c'est l'histoire qui va susciter le plus d'émotions en lien avec l'attachement, c'est-à-dire c'est la dernière des histoires où les parents partent en voyage et laissent les enfants seuls avec la grand-mère. Donc, et ils vont revenir demain. Donc, on observe ce que Léo peut dire de ce qu'il se passe quand papa et maman ne sont pas là, mais qu'une figure substitutive temporaire, comme la grand-mère, est là pour s'occuper d'eux. Quand les parents s'en vont, il y a un gros bénéfice secondaire, c'est que la grand-mère, elle va préparer à manger. Et souvent, a priori, des choses que les enfants aiment manger, et pas des brocolis. La deuxième chose, c'est cette fameuse théorie de l'esprit. C'est-à-dire que Théo, il va tellement bien qu'il est capable de prêter des états d'esprit, c'est-à-dire ce qu'il passe dans la tête, et des choses différentes en fonction de le personnage Pierre, à qui, bien sûr, il va s'identifier le plus, et le personnage de la sœur de Pierre, Sophie. Donc Pierre, il finit tout ce qu'il y a à manger, la sœur, elle finit pas, la sœur, elle va jouer dans sa chambre, et Pierre, lui, il va regarder la télé. Vous voyez, ils ont des pensées, des états d'esprit différents. Et il est capable de prêter des états psychiques aux personnages différents parce qu'il sait qu'ils ne sont pas les mêmes. Au début de l'histoire, la première chose qu'il va dire, il ne va pas nier l'émotion négative. C'est-à-dire, les parents sont partis, Pierre, il n'est pas vraiment content. Mais la grand-mère, elle va réparer tout ça en faisant à manger. Et la deuxième chose, c'est dès que les parents reviennent, ils vont à nouveau activer leur comportement d'attachement sécure, courir dans les bras des parents, et en plus, avec une jolie dimension oedipienne de Pierre dans les bras de maman et Sophie dans les bras de papa. Ça, c'est les compétences narratives, c'est-à-dire être capable d'exprimer ces émotions en lien avec l'expérience que l'on va raconter, soit du passé, soit des expériences actuelles, être capable de les gérer, de les partager avec les autres, et d'en faire un récit qui soit cohérent, sans avoir des mécanismes de défense de type déni, c'est-à-dire ce que je raconte, ça ne me fait rien du tout, vous dites que c'est horrible, mais moi j'en ai rien à faire, et puis d'abord vous pouvez pas m'aider, personne peut m'aider, et je suis du coup tout seul face à moi-même. Alors
on a commencé un petit peu en retard, donc j'ai encore quelques minutes. Je voudrais vous montrer une autre vidéo qui est plus compliquée et qui fait appel au mécanisme de désorganisation le plus envahissant et le plus difficile à repérer, notamment dans les pouponnières ou lorsqu'on s'occupe de tout petits bébés. Qu'est-ce que c'est que le freezing ou le gel des affects ? Lorsqu'un bébé va vivre une expérience trop difficile et une expérience qui, du coup, déborde ses capacités à contenir la charge émotionnelle qui est liée à cette expérience-là, ce qui signifie que par le passé, finalement, il a vécu trop de moments difficiles où on ne faisait pas attention à ses besoins. Eh bien, le bébé est capable de se geler entièrement. C'est-à-dire que comme si, tout d'un coup, comme la Reine des Neiges, comme si, tout d'un coup, il était pris d'un gel glacial qui s'emparait de lui, et donc il ne bouge plus du tout. Plus aucun affect, entre guillemets, ou émotion ne traverse son visage, et il n'est plus en lien avec ce qu'il est en train de vivre. Ça, c'est vraiment un mécanisme de l'ordre du traumatisme. Et le problème, c'est que quand on ne connaît pas ça, eh bien, on peut complètement passer à côté. Même si on est derrière l'enfant, par exemple, on ne va pas le percevoir. Et c'est là où, d'ailleurs, même dans les crèches, beaucoup de professionnels se trompent dans la compréhension des manifestations du bébé, parce qu'on préfère un bébé qui va manifester au moment de la séparation qu'un bébé qui ne va rien en dire, jamais, jamais, ou qui va justement vivre ce gel des affects. Je vais vous montrer. À cet âge-là, un bébé qui ne bouge pas comme ça ne doit pas exister. Donc par rapport à des moments difficiles, un des mécanismes de défense que l'être humain a, c'est de se couper psychiquement de ce qu'il est en train de vivre. C'est-à-dire comme si physiquement il était présent, mais comme s'il s'absentait psychiquement de ce qu'il a à vivre. C'est ce qu'on appelle un freezing. Sa maman revient et elle lui fait un grand sourire et on a l'impression qu'elle va, comme tout à l'heure Léo, courir vers elle. Pour autant, l'élan qu'elle a au début, cette vitalité, va petit à petit se perdre et elle va ralentir sa course, d'une part, et deuxièmement, elle ne va pas exactement dans le sens... Sa mère arrive comme ça et elle va comme ça. Ça montre la désorientation du bébé. C'est-à-dire que normalement, quand tout va bien, le bébé va droit au but et il y va rapidement avec toute sa vitalité. Ce qui est très difficile pour la maman, c'est qu'en réalité, la petite fille qui a un attachement désorganisé n'arrive plus à montrer ce dont elle a besoin. Ça s'est perdu avec le temps dans l'interaction. Donc c'est entre guillemets la double peine. Cette maman qui est elle-même en difficulté pour aider son bébé à réguler ses émotions, eh bien, a un bébé qui va lui montrer tout l'inverse de ce dont il aurait besoin. C'est-à-dire que ce bébé n'est plus lisible par les personnes qui vont s'occuper de lui. La désorganisation de l'attachement va attaquer de manière importante les compétences narratives des figures d'attachement substitutives. Ce qui fait que c'est un cercle vicieux. On ne va plus comprendre ce que vit le bébé parce qu'il ne raconte pas les choses de la bonne manière, parce qu'il n'en est pas capable, et donc on ne va pas lui apporter des comportements dont il a besoin. Pour terminer, je voudrais vous montrer cette petite fille au moment des histoires à compléter, comme je vous les ai montrées pour Léo. Juste pour vous montrer qu'à cet âge-là, à l'âge de la marche, cette petite Ludivine, elle était désorganisée dans ses comportements d'attachement. Elle a été soignée de plein de façons. On a soigné les interactions précoces. Parce que je travaille dans un centre de consultation parents-bébés où on fait de la psychothérapie parents-bébés. Et donc, malgré tout, là, à cet âge-là, elle est extrêmement inhibée, tellement inhibée que c'est très difficile de mettre en récit ces histoires avec elle, que ce soit en parlant ou en faisant jouer les personnages, mais pour autant, elle n'est plus désorganisée. C'est-à-dire que la dimension de l'attachement la plus importante, c'est l'évitement. Alors, c'est un peu paralysant aussi parce que l'évitement, comme son nom l'indique, va faire que les sujets avec un attachement évitant vont éviter d'être en lien avec des émotions qui sont les leurs, d'une part, par rapport à eux-mêmes, et ils vont éviter certaines situations où ils vont être dans des situations qui, pour eux, sont difficiles, ou éviter de faire part de leurs émotions
aux figures d'attachement ou aux personnes avec qui ils ont créé des liens. On est soit face à une inhibition massive, je sais pas, et ça dure des longues et des longues minutes, je suis obligée de relancer et je pédale un peu dans la semoule pour obtenir une réponse. Et quand enfin j'obtiens une réponse d'elle, c'est une réponse qui est très factuelle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un évitement de se confronter aux émotions difficiles, à savoir par exemple, maman est un peu fâchée parce que Sophie a renversé le verre de sirop, mais elle lui dit, bon écoute, c'est pas grave, va prendre un chiffon, tu vas nettoyer, tu vas faire ça, c'est pas grave, ne te mets pas à pleurer, c'est pas la peine, allez viens, je suis pas fâchée, ce genre de choses. Voilà. Donc l'évitement, il est double. Voilà, donc plutôt que de se mettre en danger et dans les liens, eh bien, tout le monde va se coucher. C'est ce qu'on appelle une extinction pulsionnelle. Voilà, mais je vous remercie pour votre écoute. Et il y a un petit temps pour des questions. Pardon. Oui, ça marche. Est-ce qu'il y a des questions ? Bon, sinon je vais lancer. Je vais peut-être lancer la première question alors. Moi, j'en aurais une sur... là, on voit des enfants de 8 ans. Après, la question, c'est plutôt en situation de placement, en lien avec la narrativité. Il y a un constat qui peut être fait des fois par les professionnels, justement de ce qu'on a pu travailler avec les enfants accueillis sur leur histoire, et le sentiment que des années plus tard, ils ont oublié, ou en tout cas le fait qu'on ait pu avoir ces explications sur leur histoire d'avant-placement et de l'explication du placement. Et donc, je ne sais pas quel lien vous pouvez faire entre cette narrativité que nous, on peut apporter à l'enfant sur sa situation antérieure et sa situation de placement, et le fait qu'elle n'ait pas intégré, qu'elle n'ait pas été intégrée par l'enfant, malgré le fait qu'on ait pu l'évoquer plusieurs fois. Alors, ce qu'on sait, c'est que là, il y a un lien avec la temporalité et l'évolution la plupart du temps favorable de l'enfant quant à ses compétences narratives. C'est-à-dire que c'est une chose de prendre du temps pour lui raconter son histoire et se rendre compte de comment est-ce qu'il vit les choses. C'en est une autre de l'amener à être acteur de ces questions, de tous les éléments que l'on a de son histoire. C'est pas toujours pareil. Je dirais que ça dépend de quel point de vue on se place, mais quand il continue à y avoir des liens physiques avec les parents, donc des visites médiatisées, et qu'il y a un vrai travail en visite médiatisée qui s'effectue, alors l'enfant peut s'approprier cette narrativité, aussi difficile que les visites médiatisées puissent être. C'est-à-dire que là, les compétences narratives, elles sont dans « quand je vais voir papa et maman, je suis jamais très bien et du coup, tata, pour elle, c'est difficile parce que je lui fais vivre des choses difficiles comme me contenir encore plus que d'habitude, accepter que la veille, je sois malade, que je me mette à vomir et puis que je le fasse encore et encore et puis que finalement, après, je puisse critiquer un peu mon placement moi-même, c'est-à-dire pouvoir dire c'est difficile d'aller voir papa et maman en visite médiatisée, mais il y a toujours madame Intel qui est là et finalement papa et maman ils me racontent des choses un peu terrifiantes, mais je sais que c'est pas vrai parce qu'il y a madame Intel qui leur dit ça c'est peut-être ce que vous aimeriez, mais c'est pas ce qui pour le moment se passe, etc. Donc ce double mouvement, c'est-à-dire vivre l'expérience d'une famille d'accueil qui est sécurisante quand on va avoir des liens avec sa famille d'origine et pouvoir ressentir ce que ça fait physiquement, psychiquement que d'être en lien avec ses parents. Bien sûr que c'est difficile pour tout le monde, c'est très coûteux en énergie psychique, c'est très coûteux financièrement, enfin tout est compliqué dans ce cadre-là, mais cet espace-là, il permet justement de prendre de la distance par rapport à des représentations que l'enfant a intériorisées dès le début, et aussi ces interactions comportementales que seuls les parents sont porteurs.
Finalement, c'est être à nouveau en lien avec des choses difficiles dans les interactions comportementales, pouvoir faire évoluer ces comportements. Sinon, le risque pour l'enfant, c'est soit d'entendre tout le travail des assistants familiaux, des travailleurs sociaux qui racontent l'histoire, qui mettent l'enfant en lien avec son histoire, mais le risque, c'est qu'il y ait deux fonctionnements parallèles qui ne prennent pas, qui ne fassent pas un seul et même sujet. Et qu'effectivement, il y a un déni partiel avec une idéalisation potentielle des parents, qui est comme un mécanisme de défense. C'est bien gentil ce que vous me dites, mais en fait, mes parents, ils sont extraordinaires, si je schématise. Ou au contraire, de rester terrifié intérieurement par des représentations parentales terrifiantes d'expériences douloureuses du passé. Donc ça, bien sûr, ensuite, ça se travaille aussi avec, la plupart du temps, un espace thérapeutique, mais c'est pas la première chose. C'est-à-dire que, bien que ce soit coûteux sur tous les plans, ces visites médiatisées se travaillent aussi avec la famille d'origine et toute l'histoire éventuellement du placement. Tout ça, ce sont tous les éléments qui vont permettre que, petit à petit, l'enfant puisse vraiment s'approprier cette histoire-là. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a tendance à vouloir, et aujourd'hui plus qu'à aucun autre moment, on a vraiment tendance à vouloir occulter les parts négatives, à vouloir re-raconter l'histoire. Il y a des mouvements où il faudrait arrêter d'employer tel terme et tel terme parce qu'il n'est pas adéquat aujourd'hui, mais c'est ça le danger. Le danger, c'est d'oublier qu'à un moment donné, on a fait du mal à certains, etc. Et donc, le risque, c'est la répétition. Donc, tant qu'il n'y aura pas tout ce travail-là, tant qu'on ne fera pas aussi un travail où la famille d'accueil pourra faire une place aux parents, aussi horrible soit-il et agressif soit-il, l'enfant ne pourra pas non plus lui-même faire le travail d'accepter, parce que la honte chez l'enfant peut barrer tout travail d'élaboration psychique. C'est-à-dire la honte d'avoir eu tel et tel parent, la honte de penser qu'on est responsable de la maladie de ses parents, etc., etc. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais chaque individu, chaque sujet va réagir de manière personnelle, différente à l'histoire d'un placement. C'est-à-dire que avec certains, c'est vraiment des supports qui vont fonctionner comme des ateliers d'écriture, des ateliers scrapbooking avec les quelques photos qu'ils ont, les photos au sein de la famille d'accueil, etc. Et l'enfant va s'approprier tout ça en même temps qu'il a besoin de quoi ? Il a besoin de figures d'attachement au sens fort du terme, c'est-à-dire tout un tas de travailleurs sociaux, d'assistants familiaux qui vont se prêter comme appareil à penser. Bah oui, moi, ce que je pense de toi, c'est ça. Je me trompe un peu parce que c'est mon idée à moi de toi, mais tu as besoin que d'autres personnes qui prennent soin de toi au quotidien et puis de manière un peu plus en référence, etc., pense quelque chose de toi. C'est pour ça que la référence, elle est très importante. C'est parce qu'on a une idée claire de comment cet enfant réagit par rapport à tel et tel élément, etc. Je vais rebondir par rapport à ce que vous disiez justement. C'est vrai qu'on sait qu'en protection de l'enfance, les enfants qu'on rencontre, on a vu des petits enfants qui étaient, en tout cas le petit Léo, qui était bien sécure et qu'une grande majorité des enfants qu'on accompagne sont justement des enfants qui ont des attachements insécures, voire désorganisés. Et c'est vrai que là, c'est flagrant, la différence. Moi, quand j'entends tout ce que vous dites, je me dis on n'observe pas assez. Et puis, les assistants familiaux au quotidien, ils ont ces enfants-là, ils les accompagnent. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de comment recréer de la narrativité au quotidien pour les assistants familiaux, parce que quelquefois ils arrivent déjà bien abîmés et ils ont perdu toutes ces capacités narratives. On entend les espaces thérapeutiques, les ateliers, etc., qui peuvent être menés par les psychologues des services ou en extérieur, mais la création de la capacité narrative au quotidien pour les assistants familiaux, peut-être que ça peut être... Alors, l'espace thérapeutique, alors c'est peut-être parce que je suis psychologue, mais dans un premier temps, c'est pas du tout la consultation, en tout cas telle qu'on se la représente, d'un psychologue qui va parler avec l'enfant. Ça, c'est dans l'idéal tout de suite, éventuellement, mais c'est vraiment pas la première réponse. Quelque chose de thérapeutique, c'est pas forcément psychothérapeutique. C'est quelque chose qui va être un espace de création, un espace de récit. Et le premier espace thérapeutique, c'est la famille d'accueil ou le lieu de placement. Et vous avez tout à fait raison, on n'observe pas assez. Et
c'est très important d'observer ces enfants parce que ça crée en eux une capacité d'observation d'eux-mêmes et des autres, qui est vraiment au cœur de l'humanité. Observer l'enfant, ce qui veut dire que si les assistants familiaux observent et les travailleurs sociaux observent, il faut qu'ils aient un espace où restituer tout ça. Et là, c'est là que les institutions enlèvent trop souvent les espaces de supervision et d'analyse de pratique. Pourtant, même dans les institutions de soins psychiques dans lesquelles je travaille, pourtant, on a tous besoin d'un espace où on peut dire les choses telles qu'elles nous viennent, où on peut accepter qu'on dise cet enfant-là, des choses aussi parfois catastrophiques que cet enfant-là, il est sale, j'ai pas envie d'aller à son contact. Pourquoi c'est important de pouvoir dire ça? Et d'autant plus que ça, on va difficilement accepter de le dire de cette manière-là. Pourtant, c'est ce que cet enfant va vivre en retour. C'est pareil pour les familles d'origine. Ceux-là, en gros, j'ai pas envie de faire vite médiatiser parce qu'ils sont insupportables et vraiment, si je pouvais, j'éviterais. Hein, ça m'est déjà arrivé de ressentir ça, puisque j'ai dirigé un service de lutte médiatisé. Pour autant, si on ne passe pas par l'observation et le ressenti qui nous traverse au contact de cet enfant-là, alors on ne peut pas lui restituer sa capacité narrative. On ne peut pas comprendre ce que cet enfant va susciter en nous chez les autres. Et petit à petit, eh bien, on va prendre soin de lui parce qu'on est des professionnels consciencieux, mais on ne va pas faire notre travail au sens fort du terme. Donc il faut des espaces pour penser des mécanismes aussi dérangeants qu'un enfant qui ne réagit pas. Ça, souvent, les assistants familiaux, pour en avoir supervisé pas mal et être intervenus auprès d'eux, ils n'aiment pas du tout. Ils préfèrent encore quand l'enfant est terrible, difficile, qui crie beaucoup, plutôt qu'une petite Ludivine qui ne réagit pas de manière impassible à rien. Sur lesquels, vraiment, ça coupe court à notre capacité de mise en récit, d'en dire quoi que ce soit. Ça nous met très en difficulté. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Chère madame, j'étais inquiet, j'allais poser une question, je vous vois partir, je me suis dit, elle snob ma question. Jean-David Perroz du conseil d'administration de la Fondation Grancher. D'abord, je voudrais vous remercier pour votre intervention qui est tissée comme votre sujet. C'est en tout cas bravo parce que c'est brillant. Moi, je voudrais peut-être faire un peu un détour par rapport à votre cœur de sujet. Ce qui m'intéresse dans ce que vous avez amené, à un moment donné, vous avez fait un pont avec notre statut d'adulte sur l'expression, sur l'émotion. Combien aujourd'hui dans notre société, on va s'excuser de pleurer ou d'avoir une émotion qui nous submerge. On le voit dans les médias, on peut le voir dans les groupes, etc. Et en fait, en vous écoutant, je me disais, mais et puis je pense aussi aux assistants familiaux, pour lesquels on les sensibilise, on travaille la question de l'émotion, comment elles peuvent le ressentir, comment elles peuvent parfois être discrètes dans ces émotions. Je pense aux travailleurs sociaux sur lesquels il y a encore quelques années, on leur disait, il faut être je vais le dire entre guillemets, il faut être un peu des machines de guerre, il faut rien montrer, il faut presque déshumaniser votre apparence. Je caricature le trait. Du coup, ma question arrive. C'est comment, finalement, au sein même des foyers d'accueil, au sein même du travail d'accompagnement, comment on peut justement ne pas s'affranchir et faire de cette émotion quand même une narration et une vérité. Enfin, j'ai été aussi sensible au fait que vous avez dit on est en train de balayer des termes ou de balayer des moments d'une vie où il faudrait presque sortir l'arc-en-ciel ou en tout cas les couleurs. Donc, comment on peut, de ces émotions qui font partie de nos vies, comment on peut les ancrer ou en tout cas les scander dans l'accompagnement d'un enfant et dans son évolution. Merci. Je vous remercie déjà. Quand on travaille avec des enfants qui sont placés, on l'a dit, on le sait aujourd'hui, c'est un travail qui est difficile, on a du mal à recruter, on a du mal à former de manière adéquate les équipes, notamment la question de l'observation, parce que s'occuper d'un adolescent, d'un enfant de 5 ans ou d'un bébé de quelques mois, ça n'est pas le même travail. Alors aujourd'hui, on a tendance à penser l'inverse, mais on ne peut pas être psychologue spécialisé pour les bébés et les parents et la personne adulte, ou le sujet âgé, ou l'adolescent. C'est quasiment toute une vie pour prendre en charge
des patients d'une certaine spécialité. Dans la protection de l'enfance, en effet, la quasi-totalité des enfants qui vont arriver en protection de l'enfance à partir du moment où ils ont déjà forgé leur comportement d'attachement, c'est-à-dire l'âge de la marche, eh bien, ils ont quasiment tous, quasiment à 90%, un attachement désorganisé. Ça, c'est une évidence. On n'est même pas dans l'insécurité. Mais, pour autant, vous avez vu que les choses évoluent. Les choses évoluent dès lors qu'on nous apporte des institutions, parce que c'est pas juste une famille d'accueil. Famille d'accueil seule, c'est un danger extrême, pas par la famille d'accueil, mais parce qu'un enfant qui va mal, il a besoin de toute une institution, de toute une tribu, de toute une communauté pour prendre soin de lui. C'est pareil, les parents, ils sont pas seuls avec un enfant. Il y a les modalités de garde, il y a tout ça. Donc, on est parfois dans un système qui ne fonctionne pas bien. Ça veut dire, encore une fois, que c'est ce système des poupées russes. Donc, pourquoi je parle de la désorganisation de l'attachement ? Parce qu'un enfant désorganisé, un adulte désorganisé, ça a un potentiel énorme pour désorganiser tout sur son passage. Ça veut dire que on va avoir un éducateur qui va décrire un enfant d'une manière, et puis, par exemple, la famille d'accueil va le décrire d'une toute autre manière. Et ça se vérifie aussi dans une équipe. Quand on parle d'un enfant au sein de l'OBIE où je travaille, par exemple, on va tous avoir un regard différent. Ça, plutôt que de se dire « non mais celui-là à côté, il n'a rien compris, moi je sais que l'enfant est comme ça », ce qu'on a tendance à faire, malheureusement, dans un premier temps, c'est de se dire qu'un enfant qui est désorganisé, il va projeter chez chacun de nous des choses très différentes de son fonctionnement. Pour pouvoir en avoir une représentation. On pourrait caricaturer, lui, je projette la partie que j'aimerais être, la partie positive de moi-même, sur lui, sur cet éducateur, et puis sur Tata, la partie plus négative de moi, comme ça, je fonctionne à peu près bien. Et du coup, les deux ont une vision très différente de l'enfant. Pour qu'on puisse comprendre ce qui est en train de se passer et ne pas s'écharper et se dire que ses collègues sont vraiment des idiots, eh bien, on a besoin justement de la supervision, des chefs de service, de moments d'équipe où on va mettre tout ça en commun et comprendre pourquoi, à un moment donné, l'enfant va fonctionner comme ci ou comme ça. C'est-à-dire une vision un peu d'ensemble qui appréhende ce que c'est que la désorganisation de l'attachement, que parfois d'ailleurs les équipes vont rejouer aussi avec trop de mécanismes de défense péjoratifs pour comprendre ce qui se joue pour telle ou telle fratrie, telle ou telle famille, etc. Ça répond à votre question ? En simplifiant. Ma question c'était comment on gère au niveau de l'ensemble des acteurs ces moments d'émotion. Enfin, est-ce qu'on les canalise, est-ce qu'on envisage une graduation. Enfin, c'était ça aussi la question. Alors c'est justement les émotions dans le cadre de la désorganisation, elles vont être brutes, elles vont être très fortes et elles vont être très attaquantes. Parce que ressentir quelque chose d'aussi fort que j'ai envie de lui en coller une, je le dis comme ça exprès, ou si je pouvais, je l'emplafonnerais, ou des représentations brutes comme ça, ce qui est inévitable, il faut un espace. C'est-à-dire, il faut un lieu où on puisse le dire comme ça, et souvent c'est dans l'analyse de pratique, pour que ce soit digéré, métabolisé, donc ça veut dire qu'il en faut beaucoup. Et pour qu'ensuite, quand on écrit des choses sur l'enfant, sur la famille, pour l'aider à comprendre pourquoi est-ce qu'il se met continuellement dans ce type de lien, dans ce type de rapport, bien entendu qu'on ne va pas le restituer de la même manière, notamment si on écrit un mail à quelqu'un de son équipe, qu'on soit un éducateur, qu'on soit un assistant familial, qu'on soit la psychologue du service, etc. Ça veut dire que c'est notre capacité narrative. On peut aussi bien être dans l'émotion en disant j'ai envie d'en pleurer, ça m'a mis les larmes aux yeux, j'ai pas la distance. On a différents niveaux de pensée. Mais a priori, on a d'abord un niveau perceptif, c'est-à-dire je peux pas le sentir, par exemple, justement. Et d'ailleurs, il faut pouvoir parfois dire le droit de retrait. Je crois que les assistants familiaux, quand ils ont plus de possibilité de le dire autrement que celui-là, il faut qu'il s'en aille, eh bien, c'est au moins ce que les assistants familiaux peuvent dire pour les enfants à ce moment-là. Et ça, c'est à l'institution de porter ça. Ça, c'est vraiment un niveau perceptif premier. Et ensuite, il y a toute l'élaboration. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que ça s'est joué comme ça ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu éviter qu'à un moment donné, ça se fasse comme ça ? Parce que justement, la narrativité, c'est les effets d'après-coup.
qu'est-ce qui a pu être mis en œuvre pour qu'on dépasse ce « il faut qu'il s'en aille » ou « celui-là, je ne peux pas le sentir », etc. Et là, c'est-à-dire de ne pas se dire « bon, on passe à une autre histoire, on efface tout et on recommence ». Sinon, la désorganisation va désorganiser tout. Le service, l'enfant qui continue de se désorganiser, qui va désorganiser comme ça plein de lieux de placement ou de famille d'accueil, la famille d'accueil d'origine, etc. Et tout le monde se sent plus ou moins bon ou mauvais. Mais jamais ambivalent, c'est-à-dire qu'il y a, dans l'histoire, il n'y a que des choses noires ou blanches, si on peut dire. Voilà. Et justement, lorsque cette désorganisation, malgré que les adultes de référence s'accrochent, restent toujours les mêmes et tiennent, même lorsque parfois, effectivement, on peut penser qu'un droit de retrait, comme vous dites, surtout du ou de la collègue AF pourrait s'entendre, et que malgré tout, voilà, tout le monde se dit, bon, allez, effectivement, ça nous renvoie à ça, ça fait ça, ça fait ci, on tient, mais qu'on n'arrive pas, effectivement, à pouvoir apaiser cette désorganisation dans l'attachement. Sur quoi on peut finir par continuer à s'appuyer? Là, il y a une question de temporalité. Au début, personne ne ressent les choses de manière sereine. La situation à laquelle je fais référence, elle a déjà 5 ans d'ancienneté, à peu près. C'est une temporalité longue. C'est une thèse, un peu plus. Non, alors là, c'est un peu compliqué de répondre dans chaque situation, mais ça, on sait combien c'est des situations qui vont fréquemment arriver. Et qu'est-ce qu'on peut trouver comme levier? Enfin, je sais, effectivement, là, c'est vraiment une réflexion, pas forcément en lien avec que cette situation-là, mais voilà, je suis sûre que les autres collègues ont au moins une situation qui peut leur faire référence de la même manière. Qu'est-ce qu'on peut trouver, effectivement, comme levier, enfin, je sais pas, comme quoi, pour pas, effectivement, s'épuiser autant que l'enfant et continuer à pouvoir quand même être des figures de réassurance malgré tout. Malgré tout, c'est pas toujours possible. En fait. Non, mais ça, oui, ça. Si. Alors, moi, je vais me permettre de rebondir peut-être. Mon questionnement, il est en lien avec ce qui est évoqué par ma collègue. C'est que vous évoquez 90% d'enfants désorganisés en protection de l'enfance. Ça, c'est sur des méta-analyses. D'accord. Donc... les statistiques, ça veut dire qu'on inverse les proportions. C'est juste pour dire que dans la population à peu près tout venant, c'est-à-dire des populations qui ne sont pas dans des lieux cliniques ou dans des lieux, entre guillemets, où l'on grandit de manière, si j'ose m'exprimer ainsi, atypique dans une famille d'accueil, il y a plutôt 10 à 15% d'enfants désorganisés, d'adultes désorganisés, et ces proportions vont s'inverser dans les familles dans les enfants et les adultes qui ont été négligés ou maltraités. Au début, Oui, alors c'est un peu ma question, c'est sur la question de la récupérabilité des liens. Est-ce que vous observez justement sur ces questions de 90% d'enfants désorganisés, parce qu'on a quand même un questionnement depuis plusieurs années sur ces enfants qu'on dit incasables, qui justement connaissent des ruptures de placement répétitives, récurrentes. Et ça va être 10%. C'est-à-dire que tous les autres, bien entendu, sinon on arrête tous de travailler et puis on va faire autre chose là. Bien entendu que tous les autres, ils vont réorganiser, c'est ça la narrativité. Grâce à tout le travail que vous faites, leurs compétences narratives et la qualité de leur lien d'attachement. Petit à petit. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand éventuellement on est sécure ou insécure et qu'on va entreprendre un processus psychothérapeutique, au début, on va désorganiser nos représentations d'attachement. On va devenir plus désorganisé, on va aller plus mal qu'avant. Donc il y a tout lieu de se dire, c'est bien gentil les psys et compagnie, mais autant s'en passer. Et puis petit à petit, justement, tout ça, ça va se réorganiser. Et sur ces 10%, est-ce qu'on observe des éléments variables sur ce qui explique la difficulté justement à développer les compétences narratives? Bonne question. C'est pour ça qu'aujourd'hui, heureusement, il y a quelques thèses qui réussissent à se faire sur du long terme, mais les études longitudinales, c'est très coûteux dans tous les sens du terme, sur les enfants concernés par la protection de l'enfance. Je contribue à une recherche qui se fait dans le Nord, la région normande et le Nord, mais malheureusement, en France, il y a trop peu de recherches scientifiques à proprement parler avec une méthodologie de recherche pour répondre à ces questions-là.
Donc on ne répond un peu que dans des choses aussi où on a tous envie de tenir malgré tout, de continuer, parce que, encore une fois, on est attaqué dans nos représentations de nous-mêmes, d'être en échec, de se sentir incompétent, de ne pas sauver un enfant, parce que tous les professionnels que nous sommes du champ médico-psychosocial, on est un peu des soignants compulsifs, c'est-à-dire, et d'ailleurs, on est les pires pour prendre soin de nous, hein. Quand vous dites votre profession et que vous allez chez un soignant, quel qu'il soit, les médecins et compagnie, ils rigolent et ils disent oui, vous êtes soignant, donc vous n'avez pas fait ces examens que je vous ai demandé de faire. Donc les soignants que nous sommes, on va prendre soin des autres de manière un peu compulsive, c'est-à-dire tout le temps, mais on est les plus à risque de faire des burn-out. Je ne sais pas pourquoi on a créé ce terme alors qu'il s'agit d'une dépression. Vous voyez, là encore, si on ne parle pas des choses avec les noms qui les qualifient, c'est un risque énorme. Donc ne réécrivons pas les ouvrages, la littérature et l'histoire avec un grand H, parce que c'est un danger important pour l'humanité. Moi, je voudrais rebondir sur quelque chose que vous avez dit par rapport aux professionnels, les assistants familiaux, les éducatifs qui sont en contact avec un enfant accueilli. Hein. Donc, un enfant accueilli dans une famille d'accueil, il peut être soit seul, ils peuvent être plusieurs. Bon, il peut y avoir les enfants des accueillants. Enfin bon. Et vous disiez que par rapport à l'accueil d'un enfant ou d'enfants, il y a nécessité autour de cette narrativité, etc., d'espace collectif. Et je me demandais, pour l'enfant qui, lui, est accueilli, il a effectivement autour de son histoire présente, ses antécédents, éventuellement son passé, je pense qu'il a plus des espaces individuels, avec la psychologue, avec le référent éducatif. Et je me demandais, mais j'ai presque ma réponse pour ce qui me concerne, même si ce n'est pas facile à mettre en place, est-ce que les jeunes placés à proximité n'auraient pas aussi besoin d'espace collectif parce qu'il y a des liens qui se créent entre les jeunes par des activités, par des contacts où on est dans la même collège, on est dans la même école, donc des espaces collectifs accompagnés bien sûr, où ils puissent, à travers les liens d'attachement qui vont aussi se développer entre eux, finalement parler entre pairs de ce qu'ils vivent dans le placement, peut-être pouvoir aussi dire oh là là, mon assistante familiale avec le portable, il y en a marre, hein, ou moi j'ai vécu avec mes parents telle chose, ah tu as vécu ça, moi aussi, enfin voilà. Bien sûr. Est-ce que, voilà, j'ai une question, peut-être, je ne sais pas, enfin, à part peut-être les copilotes, puisque moi je suis administrateur et je suis un peu avec Karim Magassel et Magali, les copilotes, je pense qu'il y a un espace qui est important aussi dans le présent, par rapport à ce qui s'est passé avant et au futur, d'une histoire qui se construit aussi entre pairs. Bien sûr, oui, vous avez raison. Mais d'ailleurs, les ateliers pour construire une histoire peuvent tout à fait être groupales avec les pairs PAIRS, bien sûr. Mais je parlais de collectif, c'est-à-dire que la famille d'accueil puisse être soutenue par d'autres familles d'accueil, éventuellement que l'enfant puisse temporairement être accueilli par moment dans d'autres familles, etc. Et qui est toute une équipe qui réfléchisse à l'évolution de l'enfant, à ce qu'on peut mettre en place pour l'aider dans cette élaboration. Et les pères peuvent tout à fait en faire partie. Patrick Chardot, je vous remercie madame de votre présentation très riche et je crois que les réactions et les réflexions qui sont formulées en témoignent. Je voudrais revenir sur la première vidéo, les premières images de Léo à 13 mois et l'expression de sa détresse à la suite du départ de sa mère. Et je pense que vous avez insisté sur l'importance de ne pas banaliser, de ne pas le distraire pour éviter l'expression de sa peine et éviter ce que
l'observateur présent éprouve face à cette peine, mais au contraire de reconnaître cette peine. Et je trouve que c'est un élément très important, certainement, dans notre métier, à tous les âges. C'est pas seulement à 13 mois, mais aussi chez les adolescents et les adultes, que de reconnaître la peine, de la traiter comme telle, et d'en être un témoin, souvent sensible d'ailleurs. Je vous remercie beaucoup de le dire, parce que s'il y avait qu'une seule chose à retenir de tout ce qu'on vient de se dire, je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Vraiment, parce que il se trouve que j'interviens dans plusieurs endroits, notamment dans les lieux d'accueil de la petite enfance, dans les PMI. Tout à l'heure, je pars à Quimper former toutes les équipes de PMI qui n'ont plus de pédopsychiatres et qui donc se retrouvent en première ligne pour repérer des situations à risque dans les familles. Et effectivement, il faut reconnaître, si on en est capable, en tout cas ce qu'on croit percevoir de l'émotion de l'autre, y faire une place, éventuellement dire en quoi elle nous affecte, nous, pouvoir, même en tant que psychologue, parfois pouvoir dire je suis vraiment très émue par ce que vous me dites, par votre tristesse. Et par rapport à un enfant, c'est d'autant plus important qu'en tant qu'adulte, on peut être bouleversé, être saisi de larmes parce que l'enfant nous livre de son histoire et par l'émotion qu'il traverse. Pour autant, on peut lui dire, tu sais, vraiment, je suis très émue, ça me rend très triste, mais je sais qu'à un moment donné, tu sais, ça va aller mieux. Et en tout cas, je suis là pour toi, et même si là, je suis débordée par ma tristesse aussi, ne t'inquiète pas, on va y arriver ensemble et on va demander de l'aide à telle personne, et puis tu sais, demain, il y a, etc. C'est-à-dire remettre en récit et ne pas dénier l'émotion qui nous traverse pour X raisons, et éventuellement pouvoir se dire a posteriori, je comprends pourquoi ça m'a tant ému, etc., etc. Ça, c'est vraiment très important. C'est vraiment l'idée de divertir l'enfant en disant « Oh, mais non, mais regarde pas ta maman qui part, c'est de votre faute, c'est de votre faute, vous êtes en train de pleurer, madame, laissez-le aller, ça ira mieux tout à l'heure, etc. etc. » Ça, c'est aussi parce qu'on veut aller trop vite, on pense que c'est bienfaisant de faire comme ça, et parce que aussi, parfois, un enfant qui pleure, un enfant qui est en difficulté, c'est trop lourd à supporter. Non. Donc, on a tout lieu de se protéger soi-même de cette expérience douloureuse. Et en même temps, vous parliez de détresse. Peut-être que le mot est un peu fort, c'est-à-dire que dans un premier abord, c'est ça que ça peut nous faire vivre, mais il y a vraiment une différence entre les enfants qui vont vivre cette émotion et qui, très rapidement, vont se saisir de leurs propres compétences, de celles des autres dont ils ont perçu qu'ils étaient bienveillants à leur égard, et a posteriori, dans le retour de la figure d'attachement. C'est ça qui fait que c'est pas une détresse qui reste sans capacité de faire avec. Ah, il y a une question au fond. Bonjour à tous, je vous remercie pour cette présentation très intéressante et je voudrais savoir quelles sont les conséquences psychopathologiques d'un attachement insécure sur l'adolescent et quelle est la thérapie la plus adaptée. Merci. C'est une grande question. Il n'y a pas de conséquences à proprement parler. L'insécurité, c'est pas la pathologie. C'est pas de la psychiatrie, c'est pas grave, entre guillemets. Là, par exemple, si on accepte de dire que nous sommes tous ici, entre guillemets, la population tout venant, sauf qu'on fait partie des soignants, donc on ne peut pas dire ça. Mais en tout cas, bref, acceptons ça. Donc, il y a ici, en gros, 30% d'attachement insécure. 60% de personnes qui ont un attachement sécure et 30% d'entre nous qui ont un attachement insécure. Insécure, c'est soit évitant, ça veut dire que ces personnes-là ont tendance à éviter de se confronter à leurs émotions négatives, aux choses un peu douloureuses ou aux expériences relationnelles qui vont les mettre en difficulté. Alors pour certains, ça va être parler en public, comme là par exemple. Pour d'autres, ça va être de se retrouver dans des soirées, enfin bref, ce genre de choses. Et d'autres qui vont être dans des mécanismes de défense ambivalents, résistants. C'est-à-dire que eux, justement, ils vont se confronter tout le temps à des choses difficiles, mais tout en essayant de s'en extraire. C'est-à-dire de manière simultanée.
Donc il n'y a pas de conséquences à proprement parler de l'attachement insécure. C'est juste que ce sont des mécanismes de défense par rapport à un environnement relationnel dans lequel l'individu a grandi, qui n'ont pas été complètement en accord avec les besoins de l'enfant. Et en fonction aussi de ce que cet enfant a suscité, parce qu'on n'est jamais tout à fait le même parent avec ses enfants, même si on a tendance à dire « je les aime tous autant », en tout cas on ne les aime pas tous de la même manière, et heureusement parce que chaque enfant a des besoins différents. Même si c'est à peu près la même chose, hein, on ne parle pas de quantité, eh bien l'insécurité c'est pas une pathologie. Voilà. Et peut-être du coup, pour rebondir sur le volet adolescent, est-ce qu'il y a une réactivation au moment de l'adolescence sur cette question-là? Alors, oui, nécessairement. L'adolescence, c'est un moment de crise. Alors, on a tendance à pas comprendre ce que signifie le mot crise. Une crise, c'est pas un moment où on est censé tout casser, se droguer et être dans la défiance permanente. C'est pas ça, c'est une crise au sens identitaire du terme, où on va réorganiser un petit peu ses représentations d'attachement pour aller un peu voir ailleurs. Et heureusement, c'est un peu le but de l'existence. Donc, à l'adolescence, on va critiquer un peu ses propres parents et essayer d'aller trouver d'autres supports identificatoires qui vont nous construire. Donc, ça passe nécessairement par se dire, bon, ils sont bien gentils mes parents, mais ils sont un peu has-been, ils sont un peu dépassés, donc je vais aller voir ailleurs. C'est ça une crise identitaire. C'est un moment important où ce qui s'est passé dans les expériences archaïques précoces du bébé, que je vous ai montré, à 3 mois, à 13 mois, tout ça se réorganise un petit peu dans d'autres liens, d'autres types d'attachements et peut se réécrire de manière plus appropriée. Mais c'est aussi un moment où on commence à envisager aussi de peut-être soi-même un jour devenir parent aussi. Et d'ailleurs, c'est un enjeu majeur pour les enfants que l'on accueille dans la protection de l'enfance, c'est les parents qu'ils pourront être demain. Et parfois, malheureusement, ces enfants continueront d'aller mal, mais ils deviendront peut-être des parents, on va dire, un peu plus ajustés aux besoins de leur enfant que leurs propres parents ont été, et comme ça, de génération en génération. C'est ça qui peut aussi, dans une autre crise identitaire que l'adolescence, c'est-à-dire la crise identitaire du devenir parent, la grossesse et le postpartum, réorganiser aussi la question des liens d'attachement. Je voulais vous poser une question qui a rapport avec l'évolution des enfants qui ont des figures d'attachement qui sont peut-être déficientes. Ça se voit bien dans les familles monoparentales, si la figure d'attachement n'est pas idéale. Est-ce qu'il y a un nombre minimum de gens qui devraient rentrer dans cet environnement familial? Il y a une vieille tradition africaine qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Est-ce que les parents des personnes qui vont considérer comme ayant un attachement normal, positif vers l'enfant, doivent intervenir? Et à quel âge? Comme dans une famille, on voit manifestement que l'enfant ne se voit pas à l'extérieur. C'est difficile de répondre à cette question, mais c'est toujours important qu'il y ait d'autres supports identificatoires. Masculin ou féminin, mais pas au sens d'être un homme ou une femme. On sait aujourd'hui que le masculin et le féminin se jouent de manière psychique et pas par le sexe biologique. Et encore, je ne parle pas du genre. Hein. Je ne rentre pas là-dedans. Mais il est bon que l'enfant puisse avoir d'autres supports, c'est-à-dire des personnes qui vont soutenir ce que le parent tient comme cadre éducatif, comme référence, pour ne pas que ça devienne toujours un enjeu entre deux. Mais ça peut se jouer dans le sport, ça peut se jouer aussi parfois dans les pères IRS, dans les familles des copains et copines. Tout est possible. En sachant que l'histoire de la grossesse, l'histoire du désir d'enfant et l'histoire aussi de l'accouchement, des premières expériences de vie, dans la rencontre qui va pouvoir se faire. Et on sait qu'en maternité et dans les expériences précoces, pour pratiquer l'observation de Brazelton par exemple, cet espace de récit-là, du tout début de la vie, va être un enjeu important dans la rencontre au sens fort du terme. Il y a malheureusement des parents, ils ont beau être deux, parfois ils ne vont jamais rencontrer au sens fort du terme leur enfant. Parce que ça n'aura pas pu être possible pour plein de raisons. Vous avez donné un parallèle entre la position d'une relation normale et la marche.
C'est-à-dire que l'apparition de la marche normale et sans chute est autour de 2 ans c'est bien avant. On considère que la marche doit être acquise autour de 19-20 mois et on commence à s'inquiéter là. Oui, 19-20 mois. Mais c'est pas ça, c'est par rapport à l'attachement, c'est que l'enfant il peut ne pas marcher, mais il peut ramper, faire du 4 pattes, il peut s'éloigner volontairement de sa figure d'attachement. Ça correspond quand même à une date un peu deadline d'une évolution normale. Ça, c'est par rapport à psychiquement, c'est-à-dire autour de 9 mois, il y a quelque chose d'important. À la fois, l'enfant, normalement, peut s'éloigner un peu physiquement du parent volontairement, parce qu'il est capable de ramper, faire du 4 pattes, etc. Et il est aussi dans ce qu'on appelle la permanence de l'objet. C'est-à-dire que si un objet, tout d'un coup, est caché, il va aller le chercher. Et il va avoir plus ou moins peur de ce qu'on appelle l'étranger. La permanence de l'objet, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui permet de lutter contre la frustration intérieure. Mais c'est quelque chose que les parents savent tester, ça. Ils ne savent pas tester, mais ils vont faire le lien avec ce qu'ils observent de leur enfant, qui tout d'un coup restent un petit peu contre eux, ont du mal à s'éloigner, s'inquiètent quand ils voient un visage qu'ils ne connaissent pas. Donc ça, les parents, ils sont très sensibles. Là, vous nous parlez de parents idéaux. De parents idéaux. Ah non, pas forcément. Il y a plein de parents pas idéaux. Déjà, souhaitons de ne pas être idéal, mais qui vont repérer ça chez le bébé. Et la difficulté, c'est quand le parent s'en agace. Surtout quand c'est un garçon et qu'ils vont dire mais arrête, t'es un froussard, vas-y, je te dis, tu crains rien, et ce genre de choses. Merci, en tout cas, c'était passionnant ce que vous nous avez. Merci beaucoup. Une dernière question. Ben, merci de toutes ces questions. C'est pas vraiment une question, mais un remerciement. Je trouve que vous nous rappelez les observations des bébés sont toujours très violentes et très formidables et très formatrices pour nous-mêmes. Et vous nous rappelez, comme les observations de l'OXI, qui sont au centre de nos formations, c'est-à-dire comment s'occuper des bébés des autres, que tous les bébés sont en exil et que c'est un peu impossible d'emblée, parce que c'est des enfants d'ailleurs, et quel que soit leur ailleurs, parce qu'ils ont un attachement constitutif et il faut pas faire avec. Et je voulais vous remercier de ça, dire qu'on a une mission un peu impossible, que les conflits font partie de ça, de nos histoires communes, mais qu'il faut le faire, et on ne sait pas vers où ça va. Et que les espaces thérapeutiques sont quand même extrêmement restreints en ce moment, mais l'ont toujours été, c'est-à-dire que comment ? Encore plus, mais bon, on va faire avec, on n'est pas ministre, la vie est celle-là, et que vous nous rappelez ça, merci. Merci beaucoup à vous.